Bienvenue dans Osta Sport, il est bien sûr 16h30 et on va parler de sport sur le stream tranquillement avec toute l'équipe First Team réunie autour de ce plateau. J'espère que vous avez passé un bon week-end de sport les amis. De mon côté, je vous racontais un petit peu ma vie. Je suis allé voir un fameux blockbuster sorti la semaine dernière, vous savez, au cinéma, un film de super-héros qui se passe du côté de New York. Le fameux Inside, bien sûr, First Team aux États-Unis, réalisé par Aslak. Un film dont l'acteur principal est d'ailleurs aussi pâle que Robert Pattinson dans le dernier Batman. Je veux bien sûr parler de Erwan Abotret. Ouais, mais il est temps que j'aille prendre des couleurs, ça tombe bien. Dans 2 semaines et demie, je décolle pour LA. Donc voilà, donc je reviendrai là pour le coup avec un petit peu plus de couleurs, parce qu'apparemment je suis palo, c'est pour ça que j'ai mis une chemise bleue. Non, c'était à New York. Là, je te trouve assez coloré. C'est parce que je suis à côté de Polo qui sort de ton soleil. Parce que Polo est torse nu en fait. Hein. On se rend pas compte là. Avant de présenter Polo, présentons celui qui, si tu avais eu justement le rôle de Batman à la place de Robert, eh bien aurait pu être, on peut le dire, ton Robin à toi, l'homme bien sûr au portefeuille avec passeport. Si vous avez vu cet Inside, c'est bien sûr Tom Tiravino. Salut Tom. Ah, j'aurais été le Robin, je suis un peu dégoûté. Le Robin. Ouais, le Robin. Non, c'est vrai, le Robin. Catwoman, à te dire, mais bon, pourquoi pas. La forme, Tom Très content d'être là, ouais. On va parler de quoi dans ta chronique aujourd'hui ? On va parler de LeBron James. Le King est éternel, visiblement. Oui, c'est vrai, exactement. Ce sera l'un des gros sujets, bien sûr, de cette émission. Habitué au luxe et au confort comme Bruce Wayne, ne lui demandez pas de partager sa navette à l'aéroport avec le vil peuple. C'est bien sûr Monsieur Thomas Dufan. Salut Tom. Franchement, cette séquence, elle est incroyable. Parce que franchement, il y avait même pas un regard, je me suis posé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais tout seul, comme une vulgaire merde. Donc j'ai eu quand même un quart d'heure de ténèbres. Hein. Clairement, j'étais pas bien. Finalement, quand ils sont arrivés, je me suis rendu compte qu'il y avait un gars qui était encore moins bien. C'était Jérémy, qui avait oublié son sac avec des explosifs du C4. Et il a dû se faire arrêter. Il a quand même passé 36 heures à l'aéroport. Le pauvre Jérémy. Quelle aventure en tout cas. Non mais c'est vrai que cette scène, elle est incroyable. Ouais, on dirait vraiment un patron sans foi ni loi. Bruce Wayne, quoi. Bruce Wayne. Ah ouais. Pas beau. Il y a vraiment du Bruce Wayne. Enfin, dans ce moyen métrage que je vous conseille bien sûr d'aller voir. Très bon métrage. Ce très bon métrage, il campe le rôle d'une vie, personnage hybride entre celui d'Alfred et de Lucius Fox. Il est le chevalier blanc de First Team, genre Harvey Dent, mais avant l'incendie. Paul bien sûr. Ça me rassure ça. C'est vrai qu'il y a un peu de Harvey Dent. C'est vrai que c'est un peu l'Harvey Dent À René Cart, tu lui ressembles un peu le côté blondinet là, oui. Prestance. Il y a pire. J'accepte avec. Pas le même bord politique, mais. Le chevalier blanc de Gotham. Bien sûr. Le sommaire, les amis, de cette émission à 2 jours du match retour, bien sûr, de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. On fera une grosse preview, un gros point, sachant qu'en plus, une mauvaise nouvelle pointe le bout de son nez. On en reparlera dans quelques instants. Mauvaise, ça dépend pour qui, en effet, autour de ce plateau. Dans la perf de la semaine, on reviendra sur les 56 points inscrits par LeBron James contre Golden State. C'était ce dimanche. On évoquera cette performance avec la chronique, bien sûr, de Tom, mais également avec les réactions, bien sûr, de First Team tout autour de ce plateau. Et puis le quiz, le mot de Tom. Mais tout de suite, les amis, on attaque surtout avec les news. Les news et du foot, toujours pour commencer avec toi, Tom. Il y avait un derby hier, le derby de Manchester. Ouais, le derby qui est censé être un grand match normalement à Manchester. Bon, ça fait quelques années que ça va que dans un sens. Mais bon, il y avait quand même des attentes. On était quand même déçus, il n'y avait pas Cristiano Ronaldo. De base, on en reviendra après, on va quand même aller sur le match dans un premier temps. C'est que les Citizens ont roulé sur United. Manchester existait pendant 30 minutes à peu près. Oui, une bonne première mi-temps. Ouais, le match une bonne première temps. En fait, il y a le premier but de Bruyne. Ça joue un peu. Sancho qui égalise. Super but d'ailleurs. Ouais, superbe but. Contre son club formateur, on a un peu oublié qu'il était passé par City. Après, De Bruyne double la marque. Et là, on sent que Manchester plonge un peu. La deuxième mi-temps, il fera pas une seule fois au cadre. Alors que Mahrez, lui, va mettre un nouveau doublé, l'homme un peu en forme des Citizens. Et au final, ça fait un 4-1 un peu sévère pour les Mancuniens, mais tout à fait logique vu la physionomie du match. Mais la grosse info à retenir, c'est quand même qu'il n'y avait pas Cristiano Ronaldo. Et en fait, il était un peu gêné à la hanche. Les rumeurs disent que ce serait quand même une décision du coach qui dirait qu'il n'était pas assez frais pour le faire jouer et que surtout, en ce moment, c'est pas la folie avec Manchester United. Cristiano Ronaldo aurait d'ailleurs très mal pris cette nouvelle et aurait pris un avion direction le Portugal. Le Real Madrid. Direction le Real Madrid. Non, il est parti au Portugal au coup d'envoi de ce derby. Donc ça a beaucoup parlé dans le vestiaire mancunien. Bon, il a dit qu'il était retourné là-bas parce que la chaleur l'aide à mieux
Mieux récupérer. Ça se comprend. Moi aussi, C'est ce que dit Charles Aznavour. On va toujours mieux au soleil. Voilà, donc des petites tensions entre Cristiano Ronaldo et United. On sait que c'est une saison un peu à demi-teinte. Il a quand même mis 15 buts cette saison avec Manchester, mais Manchester galère en championnat. Ils sont 5e, ils se sont fait dépasser par Arsenal ce week-end. Arsenal qui est en grande forme. Donc voilà, le feuilleton Ronaldo à United n'est pas aussi beau qu'on a espéré quand il est revenu. J'ai l'impression que ça va être compliqué sa fin de carrière. Honnêtement, quand je vois son passage à la Juve, où c'est peut-être pas le seul fautif, mais quelque part il part avec un vestiaire qui ne croit plus du tout en lui et qui est même content de le voir partir. Là, il arrive à United, il y a toujours cette... il sait faire, hein, il se fait remarquer, il marque tout de suite. Il y a eu quand même des buts incroyables, notamment en Ligue des Champions, sur des fins de match, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Je crois qu'aujourd'hui, avoir Ronaldo dans son équipe, mais je ne lui en veux même pas. C'est-à-dire qu'il a tellement donné depuis des années qu'à bout d'un moment, même si c'est une machine, un mutant physique, ben il peut peut-être plus porter une équipe comme il a pu le faire par le passé. Ouais. Et est-ce que lui est capable de l'accepter ? C'est ça aujourd'hui, moi. Est-ce que dans un rôle un peu moindre que ce qu'il a toujours connu, il est capable d'accepter ça ? Est-ce que lui aussi, ça va être une bonne question à se poser pour la suite autour de Cristiano Ronaldo ? Est-ce qu'il va accepter de vieillir et d'avoir des rôles un peu moindres. Je ne suis pas sûr de ça. Mais le souci aussi, c'est Rangnick, tu vois, parce que quelque part, Zidane lui avait fait accepter le fait de jouer que les gros matchs et de bien choisir. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît de Rangnick et de ce qu'il attend d'un avant-centre, c'est pas tout à fait le profil de Cristiano Ronaldo. Manchester City, c'est un gros match. Là, il joue pas. Tu vois ce que oui, complètement. Zidane a fait le bon discours. Zidane a fait le bon discours. Après, moi, je le trouve un peu dur parce que c'est quand même oublié que la Juve des dernières années et ce Manchester United sont des équipes dramatiques collectivement. C'est ce qu'on dit, ouais. Ouais, mais c'est parce que tu dis, il a peut-être plus le coffre ou les épaules ou le niveau tout simplement pour être tête d'affiche d'une équipe. Sauf que moi je vois un joueur qui continue de scorer, un joueur qui peut-être est moins fort qu'avant, mais bon, c'est bien normal. C'est pour Messi. Logique, ouais. C'est un peu le même parallèle qu'on pourrait faire. C'est deux collectifs catastrophiques. Moi, j'aimerais bien voir ces mecs dans des collectifs un peu plus intéressants, avec un fond de jeu plus intéressant. Et je pense que ils font partie des collectifs de leur volonté. Ces équipes-là ne se l'arrachent plus, en tout cas. Tu vois qu'il y avait City, quand ils signent à United, il y avait City qui était sur le coup. Ils ont fait l'impasse finalement parce qu'aujourd'hui. Est-ce que ça change dans la lecture de la saison ? Ce que je vois, c'est que dans ce match-là, ils sont dramatiques. Sans Cristiano Ronaldo, ils sont pas bons depuis quelques temps. Je vois surtout que Ronaldo leur a sauvé la mise à de nombreuses reprises cette saison. Après, quand tu vois le match de Phil Foden hier à la pointe, en faux neuf, à la pointe de l'attaque de Manchester City, tu te dis, tiens, si Guardiola avait pris Cristiano Ronaldo, il y aurait quand même eu de embouteillage et des choix qui auraient été difficiles à faire. Guardiola a dit qu'il manque de sortir un grand neuf, et moi je le rejoins complètement parce qu'il n'y a rien de mieux que regarder un match d'une équipe de Guardiola en ce moment. Franchement, c'est incroyable, l'intensité est extraordinaire. Franchement extraordinaire. Maintenant, le but c'est de gagner avec des champions, c'est le but ultime. Alors ils sont pas loin quand tu es finaliste, mais je crois sincèrement qu'il leur manque ce mec qui va marquer le but de Racro, le but à l'Inzaghi en finale de Ligue des Champions. Et pour l'instant, ils l'ont pas dans l'effectif. Donc, tant qu'ils cochent pas la Ligue des Champions, en tout cas dans ce truc-là, tu penses à un Mauro Icardi, par exemple? Exactement. C'est un genre de Ligue 2 maintenant, Mauro. Donc, en tout cas, s'il veut y aller, c'est sans problème. Bordeaux qui est sur le coup. Je l'amène en scooter à l'aéroport. C'est clair. Justement, tu parlais de Bordeaux. Alors, la transition est un peu difficile avec Manchester City. On va quand même essayer de la faire. Je rappelle qu'on aime le foot à la base. Elle est violente. Très très violente. Bordeaux qui a encore perdu contre un promu, Tom, ce week-end. Ça arrive à Bordeaux, puisque c'est donc le 5e match consécutif sans victoire. Alors, petite question à mes amis, combien de matchs ont gagné les Bordelais en 2022 ? En 2022 Ouais, en 2022. Zéro, non ? Oui. Ils ont battu Bordeaux 1-0. Ils ont battu Monaco. Tout à fait. Donc, une seule victoire en 2022, ça va très mal. Bordeaux est donc dernier du championnat et vient de perdre au Matmut Atlantique 2-0 contre 3 avec deux pénaltys que certains diront discutables. Moi, je vois deux pénaux et malheureusement, dans le sens inverse des Bordelais, ils se sont fait siffler dans leur propre stade. Les gens se sont barrés lors du deuxième pénalty. Bon, ça se voit dans tous les stades, mais en ce moment, la crise est très très forte. Alors certes, avec l'arrivée du nouveau coach, comme il s'appelle encore, j'ai oublié son blaze, mais ça va me revenir. Attends, je l'ai noté là. Je suis grave. David Guyon, je suis un ouf, moi. Je l'ai noté tout à l'heure. Je connais le mec et j'ai oublié son blaze. Ça, c'est à cause des States. Je me suis toujours pas remis. David Guyon qui a remplacé Vladimir Petkovic mi-février. On pensait que il allait amener de l'allant et je pense qu'à l'entraînement, il doit y avoir des choses positives, sauf que ça se traduit pas du tout dans les faits de match. Dès qu'ils prennent un but, c'est dramatique. C'est une équipe qui n'a aucune solution offensivement, qui n'a pas d'énergie en attaque et donc ça va très 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 mal. Il y a quand même des déclarations de Gérard Lopez, le boss, qui
carrément ouf. Donc, qui sont carrément ouf. Je vais vous les lire et vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, messieurs. Attention. Bien sûr que je suis inquiet. Si je pouvais mettre des crampons et jouer, je le ferais. Ah. Pas une bonne nouvelle pour Bordeaux. C'est ce qui est frustrant. Ni pour le football. Hein. Je sais que ce qui est fait pendant la semaine et le jour du match, eh bien, c'est une énorme différence. On a l'impression que ce sont les frères des joueurs qui jouent. Tout à fait improbable. Il enchaîne, ça passe par un déclic en tant qu'équipe. Ça ne sert à rien qu'un attaquant marque une lucarne de 20 mètres. Si on ne répond pas tous présents en tant qu'équipe, on ne peut pas juste avoir l'envie, courir tête baissée pour faire un truc. Ici, ce n'est pas un club où quelques copains se réunissent le dimanche pour taper dans un ballon. Ça passe par de l'engagement, une concentration à 120%. Ça va plaire à Erwan, ça. Du plan de jeu. Le foot moderne, hein, c'est la dernière fois, elle me régale. Le foot moderne, ce n'est pas juste courir et montrer de la bonne volonté. Il faut mettre tout le monde individuellement devant un miroir. Bon, voilà, c'est un énième coup de pression auprès des joueurs. Il faut aller à la porte du trône s'ils veulent se mettre devant des miroirs. Ce qui est sûr, c'est que bien Bordeaux est clairement dans la panade, hein, puisqu'il reste une dizaine de journées. C'était la 27e, donc 11 journées. Le prochain match prenable contre le PSG au parc. donc voilà. Post-Ligue des Champions, c'est prenable en plus. Hein. C'est vrai, Regarde les Nantais, il y a deux donc semaines. voilà, c'est collectivement sur le terrain, c'est dramatique, mais on sait aussi que le projet bordelais est en péril. C'est clair, quand on voit les déclarations du proprio, on voit que c'est pas qu'un problème sportif. Alors David Guillon, on sait ce qu'il a fait avec Reims, mais aujourd'hui le problème, il n'est même plus de changer de coach ou les joueurs. C'est qu'aujourd'hui les joueurs voient bien aussi ce qui se passe dans les bureaux. Et c'est un club qui est en totale perdition, qui s'est complètement perdu dans le trading de joueurs. Ils ont voulu s'inspirer de ce que certains ont pu faire, mais ils ont fait des choix dramatiques autour de ça. Monaco notamment, qui a réussi depuis des années. Qui les ont mis un petit peu dans un vrai bourbier financier. Et puis voilà, c'est une équipe qui travaille très mal. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a rien qui va. Et on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, à Bordeaux, peu importe ce que tu vas essayer de faire, il n'y a rien qui va. Je crois qu'ils sont... pas mathématiquement, mais en tout cas dans les têtes, quasi déjà condamnés. Après, moi, les Koscielny, quand tu fais un coup comme ça, où tu es censé t'assurer à minima un maintien tranquille et pourquoi pas les bonnes années viser l'Europe, qui vient manger des huîtres à Arcachon, c'est compliqué. Tu es obligé d'aller chercher des Marcello pour essayer de relancer tout ça. Ça change rien. Dans tous les étages du club, c'est quand même le feu. C'est quand même dommage. Hein. C'est un club quand même historique de France. Les voir en Ligue 2, ça me paraît inconcevable. Il n'empêche qu'ils y vont tout droit. Mais peut-être que l'une descente en Ligue 2, ça permettra à certains qui sont en place depuis trop longtemps de dégager. On sait que c'est une région où il y a quand même pas mal de gens qui ont du pognon et qui aiment ce club. Et peut-être de repartir sur un projet un peu plus sain. Parce que là, honnêtement, que ça soit sur le terrain ou même dans les bureaux, c'est ridicule ce qui se passe à Bordeaux. J'ai en mémoire quand même l'année dernière, quand ils jouent le maintien, quand ils se maintiennent, la manière dont ils fêtent le maintien... Ouais. J'ai l'impression que l'été, on a plus fêté le maintien qu'essayer de repartir sur un nouveau projet. Ils sont maintenus, c'est un soulagement évidemment pour le club. Maintenant, quand tu te maintiens dans la dernière journée que tu es Bordeaux, ça veut dire que déjà, tu sors d'une saison noire. Et derrière, il faut bosser. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont rien fait. Mais t'as raison là-dessus. Je pense que c'est pas que l'erreur de Lopez non plus, mais je pense qu'on paye du côté de Bordeaux des années d'errance dans la gestion et notamment auprès des précédents propriétaires. Maintenant, tu parlais de scène de l'année dernière. Moi, il y avait une scène qui m'avait aussi pas mal assez choqué. Les supporters de Bordelais qui faisaient la fête quand Lopez avait pour eux sauvé le club. Gérard Lopez, on connaît son passage en Formule 1, on connaît son passage à Lille. On connaît son passage dans différents endroits. Ça se termine quand même toujours très très mal. L'inquiétude pour Bordeaux, c'est même pas une descente en Ligue 2, c'est qu'il y ait des pots de bilan derrière et que ça descende beaucoup plus bas et que ce monument se retrouve comme un club amateur. Mais à un moment, là, on parle beaucoup des dirigeants et c'est Pascal Dupré qui le disait, c'est qu'à un moment, quand tu veux te maintenir, ça se passe sur le terrain. Et moi, ce que je vois sur le terrain, à la grande différence, par exemple, des Stéphanois ou même des Lorientais qui ont joué contre Lyon, qui ont perdu, mais c'est qu'il y a un moment, je vois un club, je vois une équipe qui joue ensemble, qui essaye de se maintenir. À Bordeaux, c'est la pire défense. Je voyais la stat, ils prennent 2,6 buts par match. À un moment, bien défendre, c'est pas avoir des bons défenseurs, c'est aussi un bloc, c'est un état d'esprit, bien défendre. Et aujourd'hui, moi, Bordeaux, les joueurs sur le terrain, je pense qu'ils sont complètement désintéressés. Je pense que... énormément de joueurs en prêt, je me permets. Voilà. Et t'as beaucoup énormément de joueurs en prêt qui sont là, pour rien à branler. Voilà. Et quand tu parles un peu avec des joueurs autour du club... parce qu'on a des amis dans la région de Bordeaux, mais dans le bassin. Mais il y a beaucoup de joueurs en prêt, et quand tu joues le maintien, la survie comme ça, et qu'il y a des joueurs en prêt et qui savent que eux, ils sont tranquilles à Bordeaux et que dans 4 mois de toute façon, ils vont repartir dans le club qui les a prêtés et ils sont sous contrat.
compliqué d'aller jouer le maintien avec des mecs comme ça. Et puis il n'y a plus de joueurs du cru du côté de Bordeaux. Ça fait longtemps que Bordeaux n'a pas sorti de joueurs aussi de son centre. Tu avais toujours un petit peu des mecs qui étaient, je sais pas, on parlait de Marc Planus il y a quelques semaines, des mecs comme ça qui étaient des joueurs de club, du club en tout cas. Et c'est vrai qu'il n'y en a plus. Et tu parlais de Bordeaux. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'aller à Bordeaux il y a quelques semaines. Les gens n'y croient pas à ce projet-là, ne parlent même plus de leur équipe de foot. Et clairement, aujourd'hui, le rugby a pris le pouvoir du côté de Bordeaux. Donc c'est ça qui est vraiment triste en tout cas pour les Bordelais. Une autre histoire triste, je vais me retourner vers toi Erwan, avec un match au Mexique qui tourne au drame. Hein. Ouais, qui tourne au drame. Alors ça se passe lors de la 9e journée de la Liga MX. J'avais découvert ça, que ça s'appelait comme ça. C'est le match entre Querétaro et l'Atlas de Guadalajara. Guadalajara, c'est évidemment, on se souvient, l'équipe de France de 86 qui bat le Brésil en quart de finale. Bon là, pour le coup, le match est beaucoup moins bien fini. D'ailleurs, il s'est pas fini. Match arrêté à l'heure de jeu pour une énorme bagarre. Enfin, c'est même pas une bagarre, c'est un mouvement de foule avec des échauffourées violentes entre les supporters. Il y a 24 blessés, dont 2 femmes, 3 ou 4 personnes dans un état grave. Le match a été arrêté, mais pas que. C'est le championnat entier qui a été arrêté. Forcément, quand il se passe quelque chose dans un championnat, ça touche évidemment tout le monde du football. Si nous en France on en parle, j'imagine même pas au Mexique les dirigeants comment ils ont dû vivre ça. Et surtout le début de l'enquête a montré qu'il y avait quasi zéro sécurité dans le stade. Ça se voit, hein, les mecs ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont traversé. Avec la barrière là, ils sont passés de tribune en tribune, il a chez lui. Les échauffourées qui ont commencé dans les tribunes et qui ont fini sur la pelouse. Donc ça a été vraiment une énorme pampe générale. Maintenant, il y a des gens qui vont payer parce que, pareil, encore une fois, il y avait zéro sécurité. Et le président de la Ligue mexicaine a dit qu'il allait faire payer les gens qui, justement, n'ont pas assuré la sécurité des supporters. Il y avait des femmes, des enfants qui ont été blessés. C'est une catastrophe, honnêtement. On sait qu'il y a des fois, il y a des pays comme ça où c'est très, très chaud. Mais là, on voit dans toutes les échauffourées, il y a très peu de gens de sécurité, quasi pas de police. Ben voilà, donc voilà, c'est bon. À part relater les faits, on ne va pas juger. Oui, bien sûr, on est tous évidemment aptes à condamner tout ça. Ni faire de comparaison avec ce qui peut se passer dans certains pays. Non, on ne fait pas de comparaison, on prend les faits tels qu'ils sont. Et forcément, ça nous rappelle un petit peu aussi ce qui s'était passé en Coupe de France à une échelle minima. Mais voilà, en ce moment, les supporters ont toujours envie de se taper violemment sur la gueule. Par contre, on en parlait avant l'émission, d'un constat qui avait été fait notamment sur Twitter avec un chiffre qui est sorti de potentiellement 17 morts. On en parle aussi encore beaucoup dans le chat. Nous, en préparant l'émission tout à l'heure, on n'a pas vu ces infos-là. Alors, c'est sorti très vite sur Twitter après la rencontre, mais après, notamment en lisant l'équipe et d'autres médias sérieux sur le sujet, on n'a pas vu cette information-là. Alors, est-ce qu'ils l'ont omis ou est-ce que c'est une fake news? Une fake news, tout simplement. Le dernier article en français que j'ai lu, il datait d'il y a 2-3 heures. Il faisait état le bilan s'alourdissait en termes de blessés. Il n'y avait pas de mort. Et je pense que ça va. Tant mieux. Je pense que ce sont des fake news de Twitter. Il y a 4 blessés état grave. Donc. Le foot est aussi parfois le reflet en effet d'une société un petit peu malade et un petit peu violente. Du baume au cœur, mon cher Polo, avec du cyclisme, avec toi, Pogacar, vainqueur des Strade Bianche. Tu nous en parlais justement la semaine dernière. Bah écoute, je vais vous en parler. Je pense que cette année, je vais quand même beaucoup vous en parler parce que le Pogacar, donc le Slovène, est tout simplement un cannibale, pour reprendre le surnom du plus grand coureur de l'histoire qui, lui, ne laissait rien à ses adversaires. Et Tadej Pogacar, dans la lignée d'Eddy Merckx, est en train de faire la même chose. Là, ce week-end, première vraie grosse course à laquelle il participe, même s'il avait gagné l'UAE Tour, une course par étapes la semaine dernière. Première vraie grosse course sur un profil qui n'est pas forcément sien, même si est-ce qu'il existe encore des profils qui ne sont pas le sien. Et il a dominé de la tête et des épaules cette course en plaçant son attaque à 50 km de l'arrivée et en faisant un raid solitaire extraordinaire, presque du jamais vu sur cette course qui reste une jeune course en l'Estrade Bianche, même si elle est hyper intéressante et hyper spectaculaire. C'est un ogre, il est impressionnant. On l'attend cette année sur le Tour de France pour une troisième victoire potentielle sur la grande boucle. Mais d'ici là, il a d'autres objectifs, notamment de remporter un bon nombre de classiques et de monuments. Il va participer à Milan-San Remo dans 2 semaines, avec aussi, pourquoi pas, une belle chance de le gagner, étant donné que, visiblement, pour ce coureur, il n'y a aucune limite. Donc voilà, bravo à Tadej, qui a été extraordinaire sur les Strade Bianche ce week-end. Il y a Paris-Nice qui est en ce moment, la deuxième étape vient d'arriver, on l'a regardé ensemble tout à l'heure, énorme démonstration déjà hier de la Jumbo Visma, j'ai Vista, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Vista à chaque fois, c'était de la Vista ce qu'ils ont fait. C'était de la Vista en effet, ils sont pas passés loin du... Mais sur les Strade Bianche, il n'y a pas la Philippe qui cartonne terrible. Si, il y a la Philippe, mais on vous laisse le garder pour les images de la semaine. On va voir. Une leçon de gainage d'ailleurs de notre ami Julien Alaphilippe. Parlons de Paris-Nice avec la Jumbo Visma, hier, qui a été impressionnante, qui a failli faire coup double aujourd'hui sur le sprint.
Ouais, bah c'est ça, Mano, la Jumbo-Visma hier qui a fait tout bonnement un triplé. Alors le triplé au cyclisme, c'est spectaculaire certes, mais ça rappelle aussi des heures un peu terribles du cyclisme, avec la Mapei sur Paris-Roubaix, la victoire de Johan Museeuw, et même la Gévis un peu avant, menée par le docteur Ferrari aussi. Ils avaient fait triplé sur la flèche wallonne. Là, c'est la Jumbo-Visma avec Christophe Laporte qu'on voit à côté de Wout van Aert et Primoz Roglic, un très beau duo, avec notre Français qui a rejoint la Jumbo-Visma cet été, qui va chercher son premier succès World Tour sur une course française en plus, et avec le maillot jaune à porter qu'il a fièrement arboré aujourd'hui, avec panache d'ailleurs, puisqu'il a parfaitement emmené Wout van Aert. Ça n'a pas suffi puisque c'est Jacobsen qui l'emporte au sprint, mais en tout cas ça a donné, quoi qu'on en dise, une très belle image. Juste une petite question, Polo, c'est une petite parenthèse. Tu parlais justement de Laporte. On le rappelle qu'il a changé d'équipe justement à la dernière intersaison. Première fois qu'il part dans une équipe étrangère. On a l'impression qu'il a step up, le garçon. La question, elle se pose souvent au foot. Est-ce que les Français ne travaillent pas mieux et plus lorsqu'ils sont à l'étranger plutôt qu'en France? Est-ce qu'on peut se la poser? On peut clairement se la poser dans les deux sens. Déjà, il y a ce côté Christophe Laporte, comme tu dis, qui a rejoint la Jumbo-Visma cet été, qui a fait 3 courses cette saison, en participant notamment à Kurn-Bruxelles-Kurn, où il est à 50 mètres de la gagner. Là, il participe à Paris-Nice. Il gagne la première étape. Il est à 2 doigts de gagner la deuxième, et tu sens qu'il a les jambes, notamment pour emmener Wout van Aert au sprint. C'est impressionnant le step-up qu'il a fait, lui qui s'est souvent cassé les dents, notamment sur Paris-Nice, notamment l'an passé. Il y a des questions à se poser parce que comme tu l'as dit, il y a ce sens-là, mais il y a aussi l'autre sens aussi, avec notamment un équipementier qui s'appelle Specialized, qui a rejoint l'équipe Total Direct Energy, qui a recruté Peter Sagan cet été, on le sait. Et à ce qui paraît, en interne, de ce qui se dit, c'est que le professionnalisme, la manière dont tous les petits détails sont traités, Christophe Laporte l'a dit hier, et les coureurs de Total Direct Energy, en changeant d'équipementier et en intégrant Peter Sagan, ont dit aussi en début de saison. Et bah oui, ça commence à prouver, en tout cas ce début de saison prouve qu'il y a un vrai impact et une manière de travailler peut-être différente en France. En tout cas, les résultats, là, pour le coup, depuis ce début de saison, sont équivoques. Ouais. Dans tous les sports, c'est pareil, quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça. le constat, quoi. Dans C'est tous les ça la sports, conclusion. c'est la même chose, C'est juste une mentalité française, en fait. Apparemment, ouais. Rien à voir. Et puis un dernier petit mot aussi de cyclisme avec toi, Polo, le Tirreno Adriatico. Il faut qu'on en parle absolument. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a des gros noms. Il y a Pogacar, je vous en ai parlé, Remco Evenepoel, Filippo Ganna, et aussi, surtout, nos Français, Julien Alaphilippe. Il a pris le départ tout à l'heure. Il a dit qu'il n'avait pas trop mal au dos. On verra la chute tout à l'heure. On verra pourquoi. On fait du gros teasing On a acheté la les droits, chute c'est pour ça. de Julien Alaphilippe, et aussi notre Thibaut Pinot national. On va voir un peu ce que tout ce beau monde va faire en Italie, mais à l'instar de Paris-Nice, c'est des courses de préparation, notamment pour Milan-San Remo qui arrive la semaine prochaine et qui sera le premier monument de la saison. Et sans nul doute que je vous en dirai un mot dans ce sport. Le grand lancement, bien sûr, des classiques en cyclisme, et Polo sera là, bien sûr, pour nous en parler. Moi, je vais vous parler un petit peu de MotoGP, les amis. C'était la reprise de la saison 2022, une saison qu'on attend tous parce que le champion du monde est français. Il s'appelle Fabio Quartararo. Grosse désillusion du côté du Qatar. Alors, il faut dire que son équipe Yamaha est vraiment en difficulté. Un moteur qui rend 20 km/h en ligne droite au Ducati et Honda. Déjà, ça partait mal. Une moto qui manque de grip sur les virages lents. Une moto qui manque de stabilité aussi également dans les virages rapides. Bref, il n'y a rien qui va. Il va finir par faire Milan-San Remo. Résultat, il était seulement 11e, bien sûr, en qualification. Alors, c'est dommage parce qu'il a quand même montré des belles choses hier en course. Il est notamment 7e au premier virage après un superbe départ. Mais derrière, il va souffrir. Il va notamment se faire souffler la 8e place sur la ligne droite d'arrivée pas son coéquipier, mais bien son compatriote. Merci beaucoup, Johan Zarco. Bref, il rentre dans le top 10. Il fait 9e. Il ne pouvait pas espérer mieux. Et ça présage d'une saison, en tout cas, bien galère pour Yamaha. Comment c'est possible, Manu, que tu passes d'un moteur champion du monde à un moteur qui ne peut pas lutter pour un titre de champion du monde? Tu sais, déjà l'année dernière, sur les 4-5 dernières courses, il y a 4 victoires de Bagnaia sur la Ducati déjà. Et on s'était dit. Et s'il ne se fout pas en l'air, il peut poser de gros problèmes à Quartararo. Je pense que c'est un problème de développement. Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce qu'on a été un peu trop sûr de soi du côté de Yamaha? Mais on a déjà vu la Yamaha qui était en difficulté l'année dernière, mais qui pouvait, on va dire, avec le talent de Fabio Quartararo, montrer que il pouvait quand même être champion du monde, mais là ça risque d'être compliqué avec tout ce que je vous ai expliqué, les 3 paramètres, sachant en plus que Ducati a fait un step en avant assez impressionnant. Je pense que ce sera l'écurie à battre en tout cas cette saison. Bastianini qui a d'ailleurs gagné sa première course en MotoGP. On notera la grosse déception Bagnaia qui est encore tombé. Alors là, il a fallu se faire très très mal avec Jorge Martin. Il a envoyé Jorge Martin au tapis avec les 2 motos qui valsaient au-dessus du pilote. Ça aurait pu être très très grave. Et puis Honda aussi qui peut avoir des regrets puisque
Marc Marquez et avait réalisé un super départ, dominé et finalement malheureusement Marc Marquez a fait 2 erreurs qui lui ont coûté la victoire. Un petit mot quand même sur Zarco, parce que je l'ai dit, si notre ami Quartararo n'a pas la machine pour gagner, sans doute pas la machine pour gagner cette année, du côté de Zarco, la Ducati est bien née. Il n'est pas dans l'écurie d'usine, il est dans une écurie satellite, mais il nous l'a montré hier, il était parti 20e, il est remonté jusqu'à la 8e place, il avait un super rythme. On espère le voir gagner cette année en tout cas. Petit prono, Manu, pour cette saison là. Écoute, qui va gagner? J'ai envie de te dire Bagnaia, et en même temps, j'aimerais bien moi un retour de Marc Marquez, puisque la Honda est plutôt bien née, donc on croise les doigts, et puis on espère que Yamaha va revenir avec de meilleures intentions, on va dire, au niveau de la machine, et essayer de rattraper un petit peu ce retard de développement. Voilà les amis pour le MotoGP, et pas forcément, vous l'avez compris, des très bonnes nouvelles pour nos Français. L'image de la semaine, il y en a 3, on va réagir tous ensemble à les voir. Déjà, petit teasing, parce que le dossier de la semaine, il sera consacré à Real Madrid PSG. Et du côté du Real, français s'est mis en évidence. Camavinga, il pourrait être titulaire, notamment mercredi prochain face au PSG. Regardez son but contre la Real Sociedad. Une frappe limpide. Alors d'ailleurs, quelqu'un a une info, je crois, là-dessus. Je crois que c'est Tom qui veut nous parler. Pour nous expliquer ce but. Un info journaliste en inside. C'est son père qui lui aurait dit de tirer. Voilà, exactement. Je ne sais pas si on a vu le but, non? Non, on l'a pas vu. Voilà. Regardez ça. En 4K, évidemment. Oui. On n'avait pas tous les droits. Frappe pied gauche. Un peu la Clarence Seedorf, si je connais. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Avec le maillot du Real, en plus. C'est vrai, ça marche. J'en ai mis quelques-unes au stade Le Gallo comme ça à Boulogne. J'étais là, je confirme. Le Real qui était mené 1-0, but inscrit sur penalty par la Sociedad, et le Real qui a réussi à refaire surface dans ce match pour l'emporter. Avec encore un but de Benzema aussi. Avec encore un but de Benzema, ouais, en effet, qui est on fire en ce moment, sans doute dans un meilleur état de forme, en tout cas qu'on l'avait vu au match aller, mais on en parlera tout à l'heure. On parlait de cyclisme, on parlait de la chute de Julien Alaphilippe. Regardez plutôt pourquoi il faut être gainé, pourquoi c'est important d'avoir des bons abdos. Vous allez voir, le mec, il a fait un soleil. C'est incroyable parce qu'en fait, ça part d'un coup de vent, une rafale de vent sur les terres blanches de la Toscane. Et vous allez voir, tout le monde va tomber. Mais alors, Alaphilippe, il va faire ça avec style, comme d'habitude. Incroyable. Et là, il a ce réflexe de sauter pour pas se manger les mecs derrière. C'est assez exceptionnel. Et on voit partout dans le peloton, tout le monde est tombé. Pogacar est tombé d'ailleurs. Les autres favoris, certains ont d'ailleurs abandonné suite à cette chute. Pardon. Pour Julien Alaphilippe, finalement, après, il a tout tenté. Il est revenu dans le peloton. C'est quand même un exploit après ce genre de chute. Mais il avait trop mal au dos. Il a bossé pour ses coéquipiers, notamment Casper Asgreen. Il ne pouvait pas faire mieux. Il a fini autour de la 50e place. Il reviendra l'année prochaine. Fortune diverse pour Julien sur cette course qu'il l'a déjà remportée. Il a déjà fait de très bons résultats. Deuxième l'an passé derrière Van Der Poel. Mais parfois, des crevaisons, des faits de course comme ça. Donc, c'est aussi un peu le jeu. C'est pour ça que cette course est hyper excitante. L'Estrade est bien qu'il se passe toujours des trucs de fou comme ça. Donc, je vous invite à regarder dès l'année prochaine. Et on voit bien la rafale de vent sur le vélo, impossible de tenir. Je me rappelle, impossible. Merci Tom. J-365. Et on pensait que c'était l'hélico au début, parce que parfois l'hélico un peu bas peut provoquer des rafales de vent dans le peloton et des écarts, mais là c'était vraiment juste une rafale de, je crois, c'est autour de 50 km/h vent de côté, ça a couché tout le peloton. Hein, extraordinaire. Et puis la troisième image, c'est quelqu'un qui ne sera pas ami, je pense, avec Giroud. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un match de Liga qui avait lieu ce week-end. Cadix contre le Rayo Vallecano. Tout le monde l'a regardé, bien sûr, autour de cette table. Et regardez cet homme qui a récupéré le ballon et hop, il essaye de se le faire là, mais malheureusement la poche du kangourou est un peu petite. C'est ce que j'ai, la pochette du dealer, moi j'allais appeler ça comme ça. Mais ça marche aussi. Écoute, chacun ses images et voilà. Il n'y a plus de place sous le t-shirt. C'est pour la blague en vrai. Là. Il sait bien que ça va pas rentrer. Je suis pas sûr. Non, parce que pas tous égaux face à l'intelligence et à la malice. Parce que ça se voit. Ça peut arriver. Ça se voit que ça va pas rentrer, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je crois qu'on lui dit d'ailleurs à côté, il y a un supporter de Cadix. Dans la bouche, j'aurais cru. Moi, je pense qu'il serait rentré. On ne relèvera pas tout ça, les amis. Voilà pour l'actualité de ce week-end. Alors, attends, juste avant de finir, il faut rappeler quand même que demain soir, c'est le retour des pistonnets. Faisons tous les rendez-vous parce que ce soir, mais on va en reparler tout à l'heure parce qu'on va ouvrir une page NBA bien sûr avec LeBron James dans un instant. Ce soir, antenne libre, 22h minuit sur le Twitch First Team. Vous avez quelques petites idées déjà de sujets, les gars, pour des ce meilleurs soir, souvenirs des basketteurs européens, du Kukoc, du Tony Parker, du Pogazol, du Dirk Nowitzki, et puis on parlera aussi du duel entre Kevin Durant et Jason Tatum. Incroyable. Qui vaut son pesant de cacahuètes. C'était mieux que Cadiz cacahuètes. Là. Je sais pas conneries. Là. Et puis demain, donc libre antenne ce soir NBA, libre antenne F1 demain aussi. Entre 22h et minuit, le retour des pistonnets, ça va être royal. Là, encore une fois, chaîne First Team. Et surtout, les gars, vous pouvez appeler, comme d'ailleurs ce soir.
On vous attend bien sûr au standard pour venir poser vos questions, analyser. Tom sera là pour vous prendre et vous sélectionner. Alors soyez bons. Voilà. Impressionnez-moi dans l'analyse. Il n'y a pas grand-chose. Parce qu'il y a peut-être un double check sur l'analyse. Peux-tu citer 15 champions du monde? C'est bon. Ça part en couille. Est-ce que Stanley Verstappen aurait un meilleur Neyman? Oui, je le mets à la tête tout de suite. Donc voilà, avec toute l'équipe qui sera là, Brice, Hamza notamment, et puis bien sûr tout First Team pour accompagner tout ce joli monde, comme d'habitude la Dream Team. Autre rendez-vous aussi, Roue Libre. Bah oui, Roue Libre, parce que Roue Libre revient en plateau aussi demain, donc 18h demain, juste avant l'antenne libre, vous pouvez vous faire la première émission en plateau de Roue Libre. On reviendra sur l'Estrade Bianchi, beaucoup plus en profondeur, avec des palettes tactiques prévues notamment stratégiques, et aussi une projection sur Milan-San Remo, la course qui nous intéresse dans 2 semaines, avec évidemment un mot sur Paris-Nice et Tirreno Adriatico. C'est un programme très chargé qu'on aura demain. Ben voilà les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans cette semaine. Twitch First Team, chaîne YouTube First Team Sport avec un S bien évidemment, et on vous attend avec un programme qui va être absolument passionnant. C'est l'heure de parler justement NBA, c'est l'heure de parler basket dans le South Sport, et c'est l'heure surtout de donner la parole à Tom. Aujourd'hui, Tom vient nous parler de LeBron James qui, à 37 ans, continue de faire des énormes performances. C'est bien sûr le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Déjà, j'étais au salon de l'agriculture ce week-end. Bon, de base, je devais aller à la Fashion Week. Tu es rentré chez toi en fait quoi. Merci. Écoute, c'est écrit dans la chronique, visiblement. Excuse-moi. On n'a pas compris le principe en fait. Bah, je découvre le métier, écoute, excuse-moi. Ouais, je devais aller au salon de l'agriculture. Enfin, pas du tout, je devais aller à la Fashion Week, mais j'ai pas été invité. Donc, je suis allé au salon de l'agriculture. Et puis, quelque part, le salon de l'agriculture, c'est un peu la Fashion Week, hein, sauf qu'au lieu d'un choix Hermès, bon, bah, c'est des mecs en t-shirt Ernest qui défilent. Et il y a aussi des mannequins. Bon, par contre, c'est plutôt des mannequins de crash test. Non, mais il y a des beaux spécimens. Hein. À un moment, juste, je vous raconte, je rattrape un cochon qui s'enfuyait de l'enclos. Je le chope et là, un mec m'embrouille. Bon, visiblement, il a pas apprécié que j'attrape sa meuf. Bref, des spécimens, on en retrouve aussi en NBA. Et ce week-end, il y en a un particulièrement qui a fait parler de lui, comme souvent depuis 20 ans, c'est LeBron James. Alors pour les gens qui ne connaissent pas LeBron James, ni l'eau courante visiblement, LeBron c'est un joueur de basket qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Et ce qui est impressionnant avec LeBron, c'est sa longévité. Le gars a 37 ans, un âge normalement où la vie commence à te mettre des petits taquets, où chaque lendemain de soirée, tu te réveilles massacré, comme si tu avais miaulé devant Kurt Zouma. Bon, pour LeBron, c'est pas du tout ça. On dirait que le temps n'a aucune influence sur lui. Les années ont beau passer, la saison s'enchaîner. Il garde toujours ce même impact sur la ligue. C'est un peu un surhomme, une sorte de Thor avec une calvitie ou un Captain America hétéro. Samedi soir, il a planté 56 points face aux Warriors, l'une des meilleures équipes de la Ligue. Et ça nous rappelle encore qu'on vit un phénomène. Alors Tom, parle-nous un petit peu de LeBron James, un parcours quand même très atypique. On rappelle qu'il n'est même pas allé au lycée. Ouais, aux États-Unis, quand tu fais sauter le lycée, ça donne LeBron. À l'université, ouais. À l'université, quand tu fais sauter. C'est moi qui ai sauté le lycée, mais c'est pas Aux États-Unis, quand tu fais sauter l'université, ça donne LeBron, star NBA, qui enchaîne les titres. En France, quand tu fais sauter l'université, ça fait Léon, un vendeur chez KFC qui t'apporte des frites. mais c'est inspirant comme parcours, c'est sûr. Disons qu'il avait quand même des qualités évidentes, visibles dès le collège. LeBron James, c'est déjà un physique à part. 2m6 pour un peu plus de 110 kilos. Un physique d'un CRS, oui, un peu, mais avec un QI en plus. QI basket, évidemment. Oula, on va dire après que j'aime pas la police, alors que j'ai regardé Bac Nord 2 fois. Et il faut aimer la police pour regarder Bac Nord 2 fois, pas le cinéma en tout cas. C'est donc un physique presque jamais vu dans l'histoire du basket, mais il est un vrai cerveau sur le parquet. Il sait tout faire, c'est un joueur capable de jouer bien de partout, à tous les postes, ce qu'on appelle un all-around. Au contraire, quand tu joues mal à tous les postes de partout, c'est ce qu'on appelle un Danny Brown. Okay. Et cette fusion du physique et du mental a donné l'un des joueurs les plus dominants jamais vus. Pour être numéro 1 de son sport, il faut dépasser la légende Michael Jordan. Et la comparaison, elle se fait sur les titres de champion. Jordan en a 6, LeBron 4, mais il les a obtenus avec 3 franchises différentes, ce qui est très fort. Alors oui, il s'est souvent entouré de superstars, mais bon, c'est pas parce que ça brille que ça marche. Regardez les Césars. Enfin bon, j'oubliais, personne ne regarde les Césars. Benoît Magimel a eu le César du meilleur acteur, tiens. J'ai pas maté le film, mais vu sa tête, je pense que c'était le biopic de Niki Lauda. Bref, revenons à LeBron. Quoi qu'on en dise, ces 4 titres, il est allé les chercher. Tu le disais justement, Tom, la guerre, enfin la bataille à distance forcément entre LeBron et Jordan, 4 titres à 6. On imagine qu'un dernier titre pour LeBron James pourrait faire pencher la balance. Est-ce que ça peut arriver cette année alors ? Ah oui, ça peut arriver avec de l'espoir.
tout peut arriver. LeBron champion, Taubira au second tour. Comment ça, Christian Taubira ne sera pas au présidentiel? Vous n'avez pas vendu le sauveur, le Messi? Bon, visiblement, c'était celui du PSG. Non, en vrai, le problème pour LeBron, c'est qu'il est mal barré cette saison avec les Lakers. Pourtant, on parle d'une équipe qui était championne il n'y a même pas 2 ans. Mais le truc, c'est qu'ils ont énormément bougé depuis. On connaît tous le proverbe qu'on apprend à l'école, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Bon, bah visiblement, le GM des Lakers a autant fréquenté les écoles que certains TikTokers. La sauce ne prend pas. Cette saison, les résultats sont mauvais, la cohésion d'équipe n'y est pas. Le feat de LeBron avec Westbrook marche aussi bien que Bruel et Lafouine. Aujourd'hui, on a du mal à voir comment LeBron, aussi fantastique qu'il soit, puisse aller chercher un 5e titre. Mais King James, hein, comme on le surnomme, est un joueur à part, hein, peut-être le plus grand, qui a montré par le passé qu'il pouvait porter son équipe, hein, jusqu'au titre, même quand on n'y croyait pas. Mais est-ce que c'est encore le cas à 37 ans? En tout cas, LeBron, c'est surtout un mec avec qui ma génération aura grandi, sans laisser personne indifférent. On l'aime, on le déteste, on veut le voir gagner, ou on veut le voir perdre. Le tarot pour les gens au-dessus de la mêlée. LeBron, c'est un roi qui a déjà une couronne de poser, mais qui aurait bien besoin d'une dernière victoire pour l'enfoncer. Merci beaucoup, Tom, pour cette très très belle chronique consacrée à LeBron James. On continue et on poursuit cette discussion autour de LeBron James avec Two First Team. C'est l'heure bien sûr de la perf de la semaine. Beaucoup de choses ont été dites par Tom concernant LeBron James, son histoire, son œuvre, sa carrière. Beaucoup de questions ont été posées aussi concernant la saison des Lakers. On rappelle qu'à 37 ans, LeBron James a signé dimanche la 3e meilleure performance de sa carrière avec 56 points et 10 rebonds dans le succès des Lakers, 124-116 sur les Golden State Warriors. Je vais y arriver. Il s'agit tout simplement de sa meilleure marque avec les Lakers. C'est du record du nombre de points inscrits cette saison, co-détenu bien sûr avec Trae Young. À titre individuel, les gars, une perf quand même de choix, puisque seuls Michael Jordan, Kobe Bryant, Jamal Crawford avant lui avaient justement atteint la barre des 50 points à plus de 37 ans. Où est-ce que vous placez cette performance déjà? Plutôt haut, parce que lorsque tu marques 50 points dans un match, en général, ça fait retentissement général. Et cette victoire face aux Warriors, en plus, elle mérite clairement l'impact médiatique qu'elle a eu ensuite. Franchement, LeBron est toujours aussi fort individuellement. Sur ce match, on le voit tout en confiance, évidemment, sur des drives, sur des dunks, mais son tir externe, quand il est comme ça, relâché, ça devient un tout autre joueur. Alors, ça fait longtemps qu'il est comme ça, mais là, tu le vois à un moment donné marquer 3 points de vachement loin, tu vois, parfois à 9 ou 10 mètres en remontant la balle, un peu comme Trae Young ou LaMelo Ball au lycée, ce qui est quand même exceptionnel en NBA. Donc moi, je la place très très haut, franchement. Les performances des mecs aussi vieux et avec autant de points, c'est à mettre. Tu vois, c'est un petit truc que tu coches là comme ça dans une carrière. Donc bravo à LeBron. Il banalise l'extraordinaire parce que même au-delà de cette marque qu'il a faite face aux Warriors, c'est quand même une saison extraordinaire qu'il fait sur le plan statistique à l'âge qu'il a. Donc ça met en lumière aussi, et ça rappelle, même si son équipe va mal, et même si peut-être qu'il est responsable de certains maux de cette équipe, que ça reste un joueur extraordinaire. Moi, je suis personnellement un grand fan, et encore une fois, je me suis régalé de le voir dominer comme ça, face à peut-être l'une des 2 ou 3 meilleures équipes de la Ligue cette saison. C'est quelque chose d'assez fou. Et comme l'a dit Tom, la lumière qui a été mise sur ce match, sur cette perf, est totalement méritée. Ils ont dit beaucoup de choses. Après, pour revenir sur la perf, sur le match, c'est qu'en ce moment, les Lakers ont besoin de gagner et qu'en première mi-temps, LeBron, il marque quasiment tous ses paniers. Au physique, au contact, il va à l'intérieur. Il joue poste 5. Il joue quasiment, ce que j'allais dire, il joue pivot. Il y a très peu de tirs extérieurs. Il va chercher vraiment des paniers à la dure. On sait que c'est pas un secteur de jeu où les Warriors sont plutôt à l'aise. C'est un manque de talent, de centimètres et de poids côté Warriors. Il en a, comme tout le temps, intelligemment profité. Il s'est mis en rythme en première mi-temps. Et malgré tout, les Lakers ont encore été menés de 14 points. Et là, il s'est dit, faut que je fasse de tout. Et puis, comme le dit Thomas, dès que ce mec-là, quand même, trouve de l'adresse extérieure, comme on le voit sur ces images-là, quand il prend une petite crise extérieure, il devient complètement injouable. C'est-à-dire que si tu montes sur lui, il va te driver. Si tu recules, il met dedans. Là, ça devient vraiment un casse-tête incroyable. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me fascine, c'est qu'il est capable à son âge de peser encore sur des matchs de très haut niveau de saison régulière comme ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il est obligé de faire ça pour que les Lakers prennent des matchs. Donc, il y a une espèce de dualité sur cette de lecture sur cette performance. Il n'empêche qu'il a 37 ans. Je ne sais pas jusqu'à où il ira. Mais qu'on aime pas, qu'on le critique et qu'on l'admire,
profitons au maximum de LeBron James sur un terrain de Ce basket. qui est fou dans cette saison-là, c'est que c'est sa plus haute moyenne de points depuis 2010. Et en ça, C'est fou. c'est complètement ouf de l'imaginer à 37 ans atteindre ces trucs. Je vais rester vraiment sur le positif parce que évidemment qu'il y a plein de choses à dire ensuite sur les Lakers. Mais LeBron est souvent décrit comme un joueur, enfin décrit comme un joueur all-around. C'est la première chose qu'on voit de lui, un pass first même parfois. Sauf que LeBron, en fait, vu sa régularité au scoring pendant toute sa carrière, c'est juste l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps. Et je mets de côté le 40 000 points, enfin le fait qu'il sera sûrement bientôt le meilleur scoreur de tous les temps devant Kareem Abdul-Jabbar, parce que ça, faut évidemment mettre de la longévité là-dedans. Si tu joues 20 ans, Il est revenu à 200 points, ça, de un peu Karl plus, il est Kareem Abdul-Jabbar, il est l'année prochaine, il pourrait le dépasser. Donc voilà, lui, son objectif, c'est d'être à 40-10-10. Mais en fait, ce type de Quand tu performance, dis 40-10, c'est 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes. ça fait en carrière, en saison régulière. Sachant qu'il il va déjà être le meilleur scoreur saison régulière et playoff inclus. Donc c'est complètement ouf. Mais je mets ça de côté, vraiment sur le côté scoreur. Souvent, on dit que Kobe est un meilleur scoreur, Michael Jordan est un meilleur scoreur, c'est ce que je pense, mais ça n'empêche pas qu'il est un scoreur extraordinaire. Alors oui, c'est d'abord un driver, main droite, tout ça, mais en fait, on s'en fout de la manière dont tu scores, tant que tu mets le panier dans le basket, enfin le ballon dans le panier. Et LeBron, dans cette performance-là, à son âge et avec la gamme de paniers qu'il a marqué, il montre une nouvelle fois qu'en fait, c'est juste l'un des tout meilleurs scoreur de l'histoire avec une efficacité d'ouf, donc voilà. Moi, il y a deux choses qui m'ont impressionné. C'est déjà ce qui dégage, moi. Alors, ça c'est toujours impressionnant avec LeBron, l'aura qu'il a. Mais là, je trouve que tu le vois jouer, il a l'air facile. Et ça m'a toujours impressionné. Le deuxième truc, Thomas l'a un peu dit, c'est que moi, LeBron, quand il fait des matchs à plus de 50 points dans sa carrière, tu dis il est inarrêtable parce qu'il est costaud, parce qu'il arrive à mettre des lay-ups main gauche alors qu'il y a 8 joueurs sur lui. Enfin, il peut pas avoir 8 joueurs sur un parquet, c'était une image Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui sont contre lui, c'est pas mon signe. On va revoir les règles élémentaires du basket. Ça peut marcher pour Russell Westbrook, mais pas pour le mais là, c'était surtout de l'adresse. Et on En a, deuxième mi-temps. en deuxième mi-temps. Et cette année, il a beaucoup fait depuis le Lakers. Et franchement, et cette saison, mais ce qui dégage cette aisance à l'extérieur, moi, ça m'impressionne. Et comme quand on dit que tu prends de l'adresse avec l'âge, avec LeBron, ça se confirme vachement, quoi. Est-ce que c'est pas d'autant plus impressionnant qu'on le dit et qu'on le sait, gêné justement par son genou? Est-ce que ça met pas encore plus de perspective à cette très très belle performance qu'il a offert? Après, on sait que LeBron, toute sa carrière, très tôt, il a pris soin de ça. Il a pris soin de lui. On sait qu'il met quasiment 1 million, 1,5 million. Pas si tôt que ça. Pas si tôt que ça. Au début, c'était burger. Un peu comme Messi. C'est arrivé un peu tard, dans 27, 28 ans. Donc ça fait quasiment 10 piges maintenant. Ça fait 10 piges maintenant qu'il prend soin de sa santé, qu'il met quasiment 1 million, 1,5 million sur la table chaque année, chaque saison pour bien bouffer, pour se faire entretenir avec un kiné perso. Enfin, donc on sait que là-dessus, il est très en avance là-dessus et ça se voit sur le terrain. Maintenant, moi, je crois que oui, tu prends soin de toi, mais je crois qu'on a affaire quand même à physiquement un mutant j'ai du mal à trouver une comparaison dans le sport avec ça, quoi. Parce que la NBA, c'est pas de la boxe, le basket est un sport qui tu peux pas, tu attaques et tu défends. Tu fais des allers-retours en permanence. Et LeBron James, cette année, moi, j'aurais aimé qu'il soit peut-être plus en retrait pour être frais en play-off. Bon, c'est pas le coup. Il réalise peut-être statistiquement sa meilleure saison en carrière, ce qui est quand même incroyable, mais ce qui soulève aussi des questions sur le jeu des Lakers. Le seul qui est juste vite fait, après je te laisse Apollo, le seul qui est comparable en fait en termes de longévité, alors c'est un autre sport, mais qui met beaucoup d'argent, c'était Tom Brady, qui a fini à 42 ans et qui était aussi réputé pour manger très sainement, pour avoir un cadre de vie incroyable et là dans lequel il injectait aussi beaucoup d'argent pour la récupération. Donc c'est un peu le seul. Là où c'est et pas du tout les mêmes efforts. C'est ce que j'allais dire. C'est pas du tout les mêmes efforts et surtout pas du tout les mêmes contacts. Alors évidemment, si tu discutes avec des rugbyman, ils diront que le basket, il y a très peu de contacts parce que j'ai encore eu des discussions lunaires avec certaines personnes. Il faut arrêter de parler avec ce type de personnes de gros bourrins. Avec ces gens, je suis obligé de faire un peu de politique. Je t'expliquerai plus tard. Non, mais il y a Cristiano Ronaldo aussi, on le dit dans le chat. Oui, absolument. Cristiano Ronaldo, c'est une meilleure comparaison, je trouve, mais. Pour rebondir sur ce que tu disais, Erwan, des joueurs NBA qui ont ce physique-là, il y en a. Mais lui, à ça, il allie une adresse, il allie un QI basket aussi, etc. Et il allie aussi le côté, je sais jouer de tous les muscles que j'ai en moi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépasse, je trouve, la question physique. Et en ça, moi, ça me rassure, surtout s'il arrive à garder, parce qu'il est quand même sujet aux blessures, et c'est évidemment logique au vu de l'âge. Mais c'est quelqu'un qui peut jouer encore très très longtemps comme ça, et qui
petit à petit, c'est s'adapter aussi à ces changements physiques, le changement physique de son corps. Donc, tu vois, on parlait, lui en tout cas, parlait de pourquoi pas jouer avec son fils, etc., des projets pour la suite. Moi, j'y crois parfaitement. C'est complètement imaginable. Son fils qui a 16 ans, qui est toujours au lycée, c'est ça. pour le moment. Et si on voit ça de ce prisme-là, on peut se dire qu'il a que 37 ans. Tu vois, moi, je pense à Tom Brady quand on avait plus de 40. Je pense à Valverde au cyclisme qui a 41 et qui continue de gagner cette saison. Je viens de Vince Carter. Pourquoi il pas n'y a pas si longtemps. Vince Carter, 40 piges, Robert Parrish. Karl Malone. Karim. Non. Karim. Ouais, La dernière année de Malone doit être à 40. Ouais. Mais Jordan a joué jusqu'à 40 piges. Après, on sait que il était aujourd'hui la saison que fait LeBron James, il va avoir des voix pour être MVP. Même si le bilan de son équipe ne va pas lui permettre, il va avoir des voix pour être MVP. Jordan qu'il est quand il est Wizard, il n'est pas dans la course pour être MVP. Jabbar, quand il a 38, 39, 40 ans, c'est un second couteau. Alors il a toujours ce bras roulé, il a toujours cette expérience qui fait que c'est bien d'avoir l'équipe, mais il ne fait plus partie des discussions MVP. Aujourd'hui, LeBron James, c'est un mec qui déboule dans la salle qui me dit, pour moi, c'est le meilleur joueur de la ligue. Je vais pas lui dire, mais t'es complètement fou. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est l'aura qu'il arrive à avoir. On a l'impression qu'il a 32 ans encore. On revoit presque du LeBron James de Miami, même si son jeu a un petit peu changé et qu'il s'est lui affiné un petit peu physiquement. Maintenant, moi, je me dis aussi que si il veut durer, il y en a envie qu'il dure, parce que quand des mecs comme ça s'en vont, même si la NBA est une usine à fabriquer des stars, on a envie que LeBron James joue le plus longtemps possible. Des saisons comme ça, il ne va pas pouvoir en faire encore 4 ou 5, je pense. Donc, ça serait bien qu'il s'entoure de mecs, d'une équipe où il peut un peu souffler. Voilà, pour en prendre soin un peu de pépère, parce que c'est là où je voulais rebondir, Polo, c'est que tu as raison, à 37 ans, il est dans cet état-là. Le problème, c'est que ces mecs-là sont au top et que le jour où ça commence vraiment à péter, après, c'est très dur de revenir. Donc, il va falloir aussi quelque part un peu s'entourer de mecs où il peut souffler. Là, on le voit face aux Warriors. Si tu le sors, ils en prennent 35. Et il a dit qu'il jouait blessé. Hein. Et il est blessé. on lui a demandé, il a dit oui, ça me fait mal, mais on a besoin de moi sur le parquet. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir. Il n'a pas été très rassurant sur cette blessure, donc il faut suivre aussi. Un petit mot quand même, les gars, sur les Lakers. Erwan en a parlé, où tu as parlé de la performance de LeBron James, et tu as parlé aussi également de la deuxième analyse à avoir, c'est-à-dire la situation aujourd'hui des Lakers. Quand on voit justement les Lakers l'emporter devant Golden State grâce à un très très grand LeBron James, on pourrait être tenté de se dire, bon, ils ont leur player maker, ils vont pouvoir accrocher les play-in. Est-ce que tu es optimiste? Non, mais alors les playoffs. Les play-in, ils vont être dedans, ils vont être dans les 10, ou alors vraiment. Ils ont 3 matchs avec les Blazers, c'est pas non plus. Mais les Blazers, c'est les Blazers. Ça reste 3 matchs. T'as raison. Mais ils seront dans le play-in. Je ne veux pas croire autre chose. La question, c'est ce qu'ils vont être capables de passer ce play-in, donc battre les Pelicans et ensuite battre le 7e et le 8e. C'est une autre question. Le souci des Lakers, c'est que il y a pas de fond. On ne cesse de le dire depuis le début de la saison. Il y a pas de cohésion d'équipe. Il y a que dalle. Et l'inquiétude qu'on peut avoir auprès de LeBron, c'est qu'il joue blessé et qu'il est en train de forcer le destin. Il est obligé de jouer blessé parce que sans lui, comme disait Erwan, ils vont prendre 20 à tous les matchs. Donc ça nous fait penser à quelque chose. Ça nous fait penser à Kobe 2012-2013. Quand il y a Steve Nash, Dwight qui sont arrivés à l'été 2012, d'ailleurs c'est l'année où on a commencé avec Erwan, avec Pogazol et Ron Artest, et bien Kobe est obligé de s'employer. Il fait une saison de MVP, il finit 7e et à quelques semaines des playoffs, rupture de tendon d'Achille. Et là, non, contre les Warriors au lancer. Pas dernier match. Je crois que c'est 2 ou 3 matchs. Quelques semaines. C'est même pas quelques semaines. Je dirais 2 semaines au moins. Quand il se fait le tendon et qu'il shoot sans lancer franc, ils vont en playoff, ils se font sweeper par les Spurs, ce qui est tout à fait normal. Mais en fait, c'est un peu la crainte qu'on a. À l'époque, Mike D'Antoni avait tiré de ouf sur Kobe. Là, Frank Vogel est en train de tirer, mais parce qu'ils n'ont pas le choix sur LeBron James. Donc, tant que ça tient, ils auront une chance d'aller en playoff parce que le gars est trop fort et que tu peux espérer que Anthony Davis revienne à un moment donné. Mais sinon, tu peux avoir peur. Tu vois, si tu étais fan aujourd'hui de LeBron, tu pourrais avoir cette crainte qu'il se fasse une grosse blessure, même si c'est pas le genre, une grosse blessure et qu'on le revoit plus peut-être jusqu'à la fin de sa carrière, un peu comme Kobe. Tu vois. J'ai une question pour vous, les gars. Dans un scénario ultra positif où LeBron tient, où Anthony Davis revient, cette équipe qui sera qualifiée pour le play-in, qu'est-ce qu'elle joue pour les playoffs? On parlait, j'écoutais un peu Jalen Rose là, qui disait que lui, il croyait beaucoup. On peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Et moi, j'ai plutôt envie, de le suivre. Moi, LeBron James, à partir du moment où il est en playoff, bon courage pour le battre. S'il a 100%. Anthony Davis à côté de lui, s'il a 100%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui. Pas à 100%, ils sont à 2-1 contre les Suns l'année dernière. C'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le plan des Lakers de ce début de saison, il n'y a rien qui marche comme prévu. Quand Russell Westbrook arrive au-delà de la complémentarité curieuse qu'on imaginait, Russell Westbrook était censé permettre à LeBron de se mettre sur le côté, de souffler sur des matchs et de s'occuper du playmaking.
Russell Westbrook est dans un état complètement... j'ai même pas de mots pour expliquer. Moi, il est complètement à la ramasse. Anthony Davis, au bout d'un moment, faute, c'est sa faute, c'est pas sa faute. Il est tout le temps blessé. Et tu te retrouves avec un LeBron James qui est obligé de masquer les manques terribles de cette équipe-là. Même, et pour la première fois de ma carrière, j'ai envie de dire que LeBron, sur un premier tour de playoff, si je prends le top 6 aujourd'hui de la conférence Ouest, je ne les vois pas favoris. Non. Je les vois pas favoris. Ils n'ont rien montré depuis 6 mois de saison régulière. Et surtout, je ne vois aucune progression collective dans cette équipe-là. Au-delà de LeBron, il n'y a pas un mec qui, à un moment donné, essaye de se... Le Melo fait du Melo, c'est pas... Il y a quelques mecs. Voilà. Westbrook, il a quelques flashs, mais il fait encore des trucs, il perd encore des ballons contre les Warriors. Johnson est une avance de cette année. Il y a des petits mecs autour mais comme ça. Il ne se passe rien collectivement, il ne se passe rien, il n'y a aucune évolution. Ils ne vivent tous que sur le talent et les épaules trop larges de Mais est-ce qu'une équipe dans laquelle il y a LeBron James et Anthony Davis, admettons qu'ils soient à 100%, est-ce qu'elle a besoin de bien jouer collectivement? Moi, quand je vois les concurrents en direct, ils jouent bien 1000 fois mieux au basket. Oui, mais non, si elle défend. Non, elle défend pas, Thomas. Oui, mais je réponds à cette question. Non, si elle défend. Ils sont champions bien comme ça, sans bien jouer en défendant. Non, si elle défend. Bon, elle défend pas pour avec des soldats. Hein. Ouais, mais avec des soldats, une profondeur de banc, quand tu des défends, mecs qui connaissent leur rôle et tout. Bah ouais, ça je pense que tu peux le trouver. Donc là, d'un coup, Malik Monk, THT, tout ça, ils vont se mettre à défendre le plomb. Moi, j'ai beaucoup de mal avec toi. Je te dis non si elle défend. C'est un si. Johnson a ce profil pour pouvoir mettre un peu de Anthony Davis est revenu de son énième blessure avant de se reblesser. Anthony Davis, quand il est revenu, on a dit défensivement, c'est mieux. Bah, défensivement, c'est mieux, oui, mais des contres. Parce qu'Anthony Davis, sa présence fait que ça défend un peu mieux. Mais moi, j'ai pas vu des mecs, à part Avery Bradley, mais bon, ici, maintenant, il sait faire plus que ça. À part Avery Bradley, j'ai pas vu des mecs monter sur les mecs, mettre des coups, mettre un peu des pressions. J'ai pas vu un changement d'attitude collective. Il essaye. Anthony Davis, mais si derrière les mecs bien défendent pour être champion, faut défendre à 5. Ce que faisait Caruso à l'époque, ce que faisait Caldwell Pope à l'époque, je vois pas un mec qui a ce profil pour le faire. Caruso, il manque, ça c'est sûr. Je suis pas. Aussi chez nous en ce moment. Et Caldwell Pope aussi. Ah oui, c'est clair. En tout cas, vous avez rendez-vous les amis pour poursuivre cette discussion NBA ce soir à la libre antenne sur le Twitch First Team 22h minuit. N'oubliez pas d'appeler bien sûr Tom pour pouvoir passer à l'antenne. Et puis il y aura bien évidemment d'autres sujets qui seront débattus par First Team, bien au-delà de ce cas des Lakers dont j'imagine que vous allez continuer à parler dans les semaines qui viennent. Là, ils vont faire parler les Lakers. Quoi qu'ils fassent, de toute façon, ça va faire parler. Et on n'a même pas parlé de Westbrook dans cette émission, donc j'imagine que ça sert à rien. Voilà. C'était une conséquence. C'est pas bon signe alors. Bon les amis, des Lakers au PSG, tiens, faut-il faire un parallèle? Oui, on pourra en faire un paquet. Erwan aime bien le faire. On va parler sur du Paris Saint-Germain tout de suite. Sur quoi tu dis? La défense. Sur la défense. Parlons de la défense du PSG tout de suite les amis, c'est le dossier de la semaine. Un Paris Saint-Germain bien triste qui s'est incliné ce samedi à Nice à quelques jours du sempiternel, ouvrez les guillemets, match le plus important de la saison qui se passera du côté de Madrid. Ça sera mercredi bien sûr contre le Real, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Les gars, vous étiez aux États-Unis justement et si vous allez voir l'excellent vlog de notre ami Aslak consacré à votre trip du côté de New York, j'ai pu découvrir vos réactions en direct sur le but de Kylian Mbappé. La réaction, bien sûr, d'Erwan, elle est géniale d'ailleurs. C'est l'absence de réaction. C'est une scène du vlog qui est extraordinaire dans ce bref. Je ne dis pas allez voir ça sur le... Il y a un contexte lourd. J'étais très très fatigué et on est venu me titiller. On voit qu'il titille quand même parce qu'il te met la caméra en dessous. Alors ça marche. Paris est magique. C'était vraiment génial. Justement les gars, on n'était pas ensemble pour ce match. Il y a la faute qui est oui, Mbappé. Je viens de montrer. Je suis choqué. Et qui fait le tacle alors, Idrissa Gueye. C'est pas vrai. C'est Ghana. Il met une énorme semelle. On va en parler et on va la regarder. Ils nous la mettront bien sûr en régie. Et je sais qu'on a du beau monde, notamment Jérém qui va s'occuper de ça. Les gars, déjà un petit mot sur ce match aller parce qu'on n'a pas pu en discuter ensemble. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été très satisfait, un peu satisfait du Paris Saint-Germain? Quel regard que vous aviez eu sur le Real Madrid? C'est quoi les enseignements avec du recul que vous gardez de ce match aller? Moi, tu me connais, Manu. Quand on parle du PSG, je suis quand même très souvent pisse-froid et j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. J'ai beaucoup aimé le PSG contre le Real Madrid. Alors, certes, il y a eu sûrement, et je pense qu'Arwan, tu en parleras, des choix tactiques faits par Carlo Ancelotti qui sont un peu surprenants.
Mais par contre, c'est pas le problème du PSG qui, pour moi, a fait un très bon match, encore une fois. Et ça marche aussi face au Real à l'aller, mais aussi sur d'autres matchs. On a vu Messi, Neymar et Mbappé ensemble. Je trouve que l'animation offensive est très plaisante et permet au PSG de se procurer au moins de belles occasions. Par contre, après, encore une fois, il y a ce problème, je trouve, de bloc entre le bloc offensif et le bloc défensif. Il y a un problème. En contre-attaque, une équipe coupée en deux, merci, c'est exactement la formule que cherchait Manu. Tu ne peux pas, je pense, face à un Real Madrid qui va jouer à domicile, avoir ces problèmes récurrents de repli et de manque d'intensité défensive. Donc je pense qu'on va avoir là 5-10 minutes pour en parler. Mais le cœur du problème pour Paris, après-demain plutôt, ce sera ça. Moi, honnêtement, c'est rare que les matchs allés, pour moi, donnent aussi peu d'indications sur le match retour. C'est vrai. Je trouve qu'il y a quasiment rien à tirer de ce match aller, tellement le Real Madrid n'était pas le Real Madrid. Je les ai trouvés sans idée, sans projection, sans. C'est pas le Real qu'on a vu depuis. Mais c'est peut-être dû au PSG aussi, c'est ça que. Il y a toujours deux équipes. Il y a des deux, mais c'était une équipe aussi diminuée. Mais surtout, moi je pense que Ancelotti l'a dit, ils se sont trompés tactiquement, ils sont venus faire un drôle de match. Voilà. Après, ça enlève rien à la victoire du PSG. À bout d'un moment, tu as raison, Paul. C'est pas le problème du PSG. J'ai l'impression que Madrid, par le choix tactique d'Ancelotti, ils se sont mis des bâtons dans les roues tout seuls. Et qu'après, évidemment, ils ont été dominés parce que tactiquement, ils ont fait n'importe quoi. Mais je suis assez d'accord avec Tom là-dessus. Je suis pas sûr que psychologiquement, Paris, tu vois, que Madrid s'est dit, ils sont vraiment plus forts que nous. Voilà. Ils se sont pas dit ça parce que c'est le PSG en face et qu'on connaît l'histoire du PSG surtout. Je pense que si le PSG avait un ADN normal un club qui se chie pas dessus chaque année, je pense qu'on aurait pu avoir des certitudes en disant que oui, sur un match aller, on a vu quand même une meilleure équipe que l'autre. Certes, ils se sont trompés tactiquement. Certes, le Real était complètement à côté de la plaque et au vu de ce qu'on voit en Liga depuis le début de l'année, oui, c'était pas le même visage. Je rappelle quand même qu'en amont du match, on promettait l'enfer au PSG en disant que cette équipe, le PSG les a graillés et que 1-0, finalement, c'est archi bien payé pour le Real. Il y a aussi de ça. Donc... Oui, moi c'est plus ce que je retiens à la fin du match. Je me dis, ok, tu gagnes 1-0, mais au vu de la physionomie du match, tu peux être terriblement déçu de ne pas l'emporter. C'est ça le point que j'ai. On dit souvent que les matchs ne se gagnent pas au match aller. Là, je pense que sans dire qu'effectivement, tu peux te qualifier déjà au match aller, mais en tout cas, tu peux te mettre un peu plus à l'aise. Et je trouve que Paris, mais c'est un éternel problème aussi, c'est que sur les matchs allés, quand tu domines comme ça, tu sors avec un match comme ça où tu gagnes 15-0 sur un exploit d'Mbappé face à une équipe de Madrid qui, je reste persuadé, mais sans chauvinisme aucun, qui font forcément faire un autre match mercredi. J'espère pour eux, en tout cas. Je me dis qu'il y a quand même... tu gagnes, mais c'est le strict minimum. Mais en fait, t'as raison, il y a deux lectures. Il y a la lecture à froid où... Putain, comment ils gagnent 15-0, c'est abusé. Et puis à la lecture du soir du match, où à 2 minutes près, il y a 0-0. Alors, c'est pas ce qu'on dit. Tu pars du principe que ça va faire 0-0. C'est ça qui est fou. Sur le moment, on était quand même à New York et on a fini en slibard dans un bar. D'ailleurs, Tom a toujours le slip que je lui ai offert chaleureusement. Mais il l'a enlevé de la tête, pour le coup, il a pris. Et je l'ai lavé. Alors les amis, on a eu votre avis un peu sur le match aller. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le match retour. On se disait quand même cette année que pour ce 8e de finale, la chance avait peut-être tourné. Parce que du côté du Paris Saint-Germain, l'effectif semblait être présent au complet. Vous allez voir qu'il y a eu une petite mise à jour tout à l'heure depuis midi. Mais surtout des absences du côté du Real. On parle de l'absence de Casemiro, Ferland Mendy, Toni Kroos, toujours incertain, selon Aurore Thibault, d'ailleurs, qui travaille avec Alexandre Ruiz, travaillerait donc tout seul de son côté. Mais ça, c'est ce qu'on se disait, je vous le disais, avant d'apprendre que ce matin, Kylian Mbappé se serait blessé à l'entraînement. Jérém nous a calé les images. On va voir ce qui s'est passé, découvrir ensemble. Puisque le PSG va découvrir le coupable. Et découvrir qui est le coupable. Qu'on recherche depuis. Signalé, et voilà. Une belle semelle. Alors on rappelle qu'au début. À 2 jours d'un match retour en Ligue des Champions, tu peux pas mettre cette intensité-là. Je voyais un tweet. Alors là, moi, c'est là que je suis pas d'accord. Je voyais un tweet. Bon, ça a aucun rapport. Un tweet d'un mec là que je suis sur Twitter qui disait au moins au foot US, le quarterback titulaire porte un maillot rouge et personne n'a le droit de le toucher 48 heures avant le match. Mettez un maillot rouge. C'est pas du tout la même chose. Et je suis d'accord. On va pas faire la même chose. On est obligé de jouer au foot et le foot c'est ça aussi. Mais merde quoi, c'est pas possible que des choses comme ça arrivent quoi. C'est catastrophique. C'est pas de chance. Moi je te dis. Non mais ça arrive tout le temps. Encore. Après d'accord, ça vous prouve que si on fait, si on reprend les 5, 6, 7 dernières années du PSG, c'est vrai qu'il y a toujours une malchance.
Moi, j'ai du mal à tomber sur Gana Gueye. Mais non, parce que je tombe pas sur lui. Et Il joue le ballon. Il y a eu un communiqué officiel du PSG. Alors, du coup, Kylian Mbappé a reçu merci à One Man, un gars de la famille. Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l'entraînement aujourd'hui. Il a effectué des soins cet après-midi. L'examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24 heures. Rassurant, il n'y a pas de fracture, hein, c'est ça. Parce qu'à la base, ils ont quand même pensé qu'il y avait fracture. Hein. Bon, alors c'était fin de saison. Hein. Après, moi, je reste persuadé qu'à 48 heures d'un gros match, je crois que tu dois mettre de l'intensité à l'entraînement. Moi, je crois qu'on joue comme on s'entraîne et que quand sur un grand rendez-vous comme ça, parce que si Paris ne passe pas à Madrid, la fin de saison, elle est catastrophique. Il n'y a pas la Coupe de France. Le championnat, il est déjà gagné. Donc, moi, je reste. Ça fait partie, malheureusement, et je comprends ta frustration. Hein. Oui, la semaine, elle est pleine et les images, elles vont pas donner beaucoup d'excuses à Gana Gueye. Il n'empêche qu'il faut s'entraîner avec de l'intensité. Faut éviter de mettre de semelle, quoi. Ça peut arriver. Là, la semelle, elle est cata. Hein. Il ne met pas un tac, comme Barthez à Payet à Nantes. T'imagines si elle avait eu ça, incroyable. Mais l'ambiance, le groupe vit bien. Le groupe vit très très bien. Alors les amis, on va essayer de se projeter un petit peu sur la compo. La question, vous la voyez, quelle compo pour le Paris Saint-Germain ce mercredi? Regardez un petit peu l'habillage qu'on vous a préparé, que Tom Tiravino vous a préparé. Justement, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Plusieurs questions qui se posent. La question déjà du gardien, Donnarumma ou Navas. Alors c'est marrant que vous ayez posé la question, les gars, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est tranché, ce sera Donnarumma. Bah, en tout cas, oui, sauf qu'on a été surpris parfois, comme c'est illisible, mais que ça ne porte pas préjudice au PSG hein, jusque-là. Pour l'instant, les deux gardiens sont au même niveau. Bon, bah, il y aura un choix. Parfois, j'ai l'impression que c'est une pièce en l'air. Moi, s'il y a Donnarumma au cage, il n'y a aucun souci. Je préfère, quoi qu'il arrive, les grands gardiens. Si il y a Navas, c'est un plus petit gardien, mais un grand gardien quand même. Donc, ça me va. Moi, cette situation m'énerve un peu parce que déjà, quand je vois Navas jouer cette saison, j'ai l'impression de le voir beaucoup plus fébrile que l'an passé. Là, encore une fois, à 2 jours d'un match retour en Ligue des Champions, tu ne sais pas qui est ton gardien titulaire. Alors, ce principe d'alternance, il vaut ce qu'il vaut. Je pense que c'est surtout de la politique pour faire plaisir et à l'un et à l'autre. Mais pour construire une équipe de champions, entre guillemets, c'est une formule un peu nulle. Mais je suis désolé, il faut que tu aies un gardien titulaire et un gardien remplaçant. Donc pour l'instant, ça ne nous a pas porté préjudice. C'est pour ça que je te disais pour l'instant. La logique voudrait que sur le terrain, Donnarumma, qui je trouve fait une meilleure saison que Navas, joue. Mais encore une fois, Donnarumma a joué à l'aller. La logique de l'alternance voudrait que ce soit Navas qui joue maintenant. Et encore une fois, si c'est Navas qui joue, ce sera un choix pour moi surprenant, mais ce sera dans la logique de ce que fait le PSG depuis le début de saison. Pour moi, je pense qu'ils ont quand même trouvé leur gardien en Ligue des Champions. La dernière fois que Navas a joué, c'était contre City, ils ont perdu. Après, c'était pas de sa faute. Hein. C'était contre le club Bruges. Ouais. Et là, c'est Donnarumma qui a joué. Il a joué ensuite contre le Real le match aller. Je pense que ça y est, c'est devenu. Enfin, demain, ça devrait confirmer que c'est quand même devenu le gardien de la Ligue des Champions. J'espère quand même pour le PSG. J'espère aussi. Il est venu pour ça, non il me semble aussi, au bout d'un moment. Ouais. Moi, j'ai la sensation qu'en plus, Navas, c'est un petit peu plus friable maintenant qu'il y a cette concurrence aussi également de Donnarumma. Ils ont rien fait, Navas, pour le mettre en confiance. Non, c'est clair. S'il y a bien un poste à ne pas remettre en question la saison dernière, c'était bien celui-ci. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas à la place de la direction sportive du PSG. Donnarumma ou Navas, vous avez votre préférence, les gars. L'autre question, alors celle-ci, elle me fait vraiment peur. Est-ce qu'il faut titulariser Timo Kehrer demain? Thilo, t'as raison. Puisqu'on rappelle que Hakimi est toujours incertain. Alors, dans l'équipe, ils ont une grandiose idée qui, là encore une fois, m'a fait froid dans le dos. Défense à 3 et Angel Di Maria en piston droit. Voyons. Heureusement presque que Kylian Mbappé... Moi, ils hésitent entre Angel Di Maria en piston droit ou moi. Donc, pour te dire comme c'est vraiment la merde. Hein. Et le pire, Erwan, c'est que moi, j'hésite si j'ai le choix. Il est un peu plus en calme, mais c'est tout. Hein. On rappelle, dans les duels. Sur corner. Protection de balle. Di Maria, donc joueur offensif, hein, parfois même attaquant. 10 derniers matchs, 0 but, 0 passe décisive au PSG. Voilà. Donc, puis un match aller assez honteux. En piston défensif, pourquoi pas? À la limite, ça aurait du sens vu ses stats. Hein, mais je pense que c'est une idée à écarter de manière urgente. Arrêtons de changer de formation avant les grands moments. Merci Laurent Blanc. Pour protéger un peu les supporters parisiens. Moi, je pense que pour revenir à la question, il faut que Hakimi, même s'il a 60%, il faut qu'il joue. Même à 60%, tu fais jouer. Bien sûr, mais Thilo Kehrer, c'est dramatique. On l'a encore vu ce week-end face à Nice. Thilo Kehrer est un danger pour le PSG. C'est pas nouveau. Non, mais c'est le poids des mots. Non, mais c'est vrai. C'est un tueur en série. Si vous voyez cet homme, appelez tout de suite la police. Et je serais très curieux de discuter avec quelqu'un qui voudrait me soutenir le contraire. C'est compliqué aujourd'hui d'imaginer Thilo Kehrer, encore une fois, dans le plus grand match de la saison du Paris Saint-Germain,
titulaire. Et ce serait vraiment embêtant. Je préfère voir un Hakimi, même à 50% de ses capacités. Bah aussi. Titularisation de Kerrer, c'est le retour de la classe caca-culotte, bien sûr, du côté du PSG. Ce serait pas forcément une très bonne nouvelle. Juste pour revenir, pourquoi Hakimi aussi, c'est parce qu'à gauche, ils n'auront pas Ferland Mendy, ils vont faire jouer Nacho, et avoir un gars qui court comme Hakimi sur le flanc gauche, ça va leur faire du mal. Exactement, ça pourrait être. S'il a 50%, tu vois déjà. Il court toujours plus vite que Nacho. Mais mettre en avant la vitesse d'Hakimi, mais dire qu'il a 50%, c'est des calculs un petit peu d'apothicaire. Touché au quadriceps, en plus, on sait que physiquement. En général, soit tu peux jouer, ça va, et puis soit tu peux pas jouer. Ce qui est bien, que quadri pour courir, ça sert pas à grand chose. C'est cool. C'est ça l'avantage. Et le dernier point d'interrogation, hormis bien sûr, et ça c'est la question que je vous poserai, qui vous mettez si jamais Mbappé ne peut pas jouer? Intéressons-nous au milieu, qui avait été l'un des motifs de grande satisfaction au match aller. Gay ou Paredes pour accompagner a priori Danilo et Verratti. Là, vous faites quoi comme choix, les gars? Admettons même que vous puissiez tout remettre en question. Moi, par exemple, Verratti en 6, je trouve ça très intéressant. Gay vient de perdre sa place. Gay, il est puni, c'est ce que j'allais dire. Il est transféré là. À Bordeaux pour jouer le maintien. Ça leur prend l'attaquant comme ça. Franchement, j'ai l'impression qu'on peut parler du milieu Milan, ça ne changera rien en fait. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce soit Paredes, le seul truc qui va changer, c'est que si Paredes joue, Paredes faut qu'il soit devant la défense, voilà. Donc sinon, l'impact des autres joueurs autour de Verratti, en général, c'est négligeable. C'est négligeable. Les gars vont courir, les gars vont faire des efforts, les gars seront tremblotants, balle au pied s'il y a un temps faible. Ouais. Donc j'ai la sensation que ça ne changera pas et que ce milieu de terrain dépend de la forme de Marco Verratti. Je pense que tout dépend de Marco Verratti. Ça dépend du coup de savoir où est-ce qu'on veut Marco Verratti sur le terrain aussi. Avec Gay sur le terrain, on aura un Verratti plus bas. Est-ce que c'est le match ça dépend aussi du match que le PSG veut faire. Et si t'as Paredes, on aurait un Verratti peut-être aussi un peu plus en soutien des attaquants. Toute la question, elle est là. Et ça dépend du match que tu veux faire. Justement, moi, je mettrais quand même Gana Gay. Il avait joué à l'aller, il était bon. Il allait en Cannes. Justement, pour tu parles du match que Paris veut faire, mais justement, j'allais vous poser la question, et à toi aussi Manu, quel match doit faire Paris, justement? Tu gagnes 1-0, on sait que le but à l'extérieur maintenant n'a plus la valeur qu'il avait par le passé. Quel match doit faire Paris? Moi, j'ai l'impression, les gars, qu'il faut partir du principe que c'était comme un 0-0. Tu l'as dit, le but à l'extérieur ne compte plus double, à mettre entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait ça la règle. Mais un match est pas l'homme. Le problème, en fait, si tu veux, c'est qu'il y a un énorme point d'interrogation sur qu'est-ce que vaut le Real cette année. Donc, t'as envie de voir, en effet, un Paris Saint-Germain solide, solidaire, sans ce boulevard périphérique, on va dire, entre le milieu et l'attaque. Moi, et ça va répondre à ta question, moi, là où j'ai un énorme problème, je veux surtout voir une animation, enfin un travail, on va dire, des offensifs qui soit intéressant. Parce que ce qu'on a vu, notamment avant l'entrée de Neymar contre le Real, c'est qu'on a vu un jeu d'attaque qui était quand même assez équilibré par le travail de compensation que faisait André Di Maria. Là, le problème, c'est que tu vas faire jouer Neymar, possiblement Mbappé et Messi, et qui pour courir et qui pour compenser? Et ça, c'est une énorme question que je me pose encore. Malheureusement, et Di Maria n'a pas été bon au match aller, vraiment. Moi, je l'ai trouvé très très en dessous. Mais là où il a raison, c'est quand Di Maria court, Di Maria protège son latéral, Di Maria fait ces efforts-là. Donc, après, c'est un grand match. Si les mecs... Messi, c'est toujours un peu à part. Mais si Neymar n'a pas envie de courir, au bout d'un moment, je comprends plus rien. Mais ça marche pour Mbappé, donc ça doit y avoir un élan collectif. Moi, c'est une bonne question ce que tu dis, Erwan, parce qu'en fait, je n'arrive pas à savoir le match dont je rêve. Bon, si, le match dont je rêve, c'est 5-0 et j'ai pas peur. Maintenant, comment tu abordes ce match-là? Je crois que... Alors, je vais dire un truc très ballot, mais je pense vraiment que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Non, avec un état d'esprit de tueur. C'est-à-dire un peu comme l'année dernière dans les matchs allés contre le Bayern ou contre le Barça. C'est-à-dire que peut-être que tu vas prendre des vagues, peut-être que tu vas souffrir, mais gros, t'as Mbappé en face, tu dois marquer vite, tu dois te mettre à l'abri, tu vas avoir des occasions. Les gars sont tellement forts, Messi par la passe, Neymar par les corners, et Mbappé par son sens de la profondeur, que tu dois être tueur devant les cages. S'ils sont tueurs, ils passeront. Mais pour moi, c'est pas aussi manichéen, c'est pas est-ce qu'il faut être solide ou est-ce qu'il faut leur faire le jeu. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG n'est jamais plus solide que quand il a le ballon. Et quand tu le vois le match aller, il y a un moment, là tu vas jouer, il y aura sûrement pas Toni Kroos, donc ils vont mettre Valverde qui n'est pas un joueur de ballon. Valverde n'est pas à 100% en plus. Et Valverde n'est pas à 100%, et si c'est pas Valverde, ce sera peut-être Camavinga, qui est plutôt un joueur qui se projette, mais c'est pas non plus Makelele et Camavinga. Donc pareil, pour l'instant, il faut que le PSG aille au Real pour faire le jeu. Évidemment, t'auras toujours peur de te prendre des buts, mais tu seras jamais aussi solide qu'en les faisant courir, qu'en les faisant tourner. Donc je
pense que l'état d'esprit, ça doit être, on fait comme au match aller, on fait tourner la balle et on va trouver des failles parce qu'ils vont jouer avec Nacho, je le disais, Alaba, faible déjà dans ce Real. Nacho, Alaba et Militao qui sont 3 centraux. Donc évidemment que tu vas avoir des espaces tu rajoutes Carvajal. Qui a après qui a encore fait un penalty ce week-end. C'est vrai. Aujourd'hui, si Encore Mbappé provoqué un penalty. Provoqué, excuse-moi. Aujourd'hui, si Mbappé a pas des espaces dans cette défense. Moi, je suis très curieux de voir quand même ce que va faire Ancelotti, qui s'est complètement de son propre aveu trompé sur le match. Et ça ne veut pas, ça n'en rien Polo à la victoire, hein, mais de son propre aveu. De son propre aveu. C'est quand même rare qu'un coach comme Ancelotti avoue. Donc nous, en regardant le match, on a eu cette sensation-là aussi. Mais lui, il l'a dit dans la presse, parce qu'ils se sont fait bien roaster sur le retour par la presse espagnole. Je suis curieux de voir aussi ce qu'Ancelotti va proposer tactiquement. Et je pense que ça va être l'une des clés du match, de voir comment Paris aussi va s'adapter à certainement une tactique un peu plus adaptée à un 8e de finale de Ligue des Champions. Et tu as bien raison. Qu'est-ce que va proposer Ancelotti ? On se rappelle notamment que là où avait réussi Pochettino au match aller, c'était couper cette relation justement entre Vinicius et Benzema. Et surtout, on a vu un milieu du Paris Saint-Germain, moi que j'avais trouvé absolument souverain sur ce match, qui avait expliqué aussi également le bon contenu du PSG ce soir-là. Tu vois, tu me demandais qu'est-ce que vous attendez les gars, je te l'ai dit, voir la complémentarité des 3 fantastiques devant, mais j'ai envie de revoir surtout le même milieu de terrain qu'on a vu il y a 3 semaines. Ça serait quand même une bonne nouvelle. Donc Paredes. Ça aurait du sens de mettre Paredes. Moi je pense que vu le match qu'on veut faire, même si je pense que Gay est un meilleur joueur intrinsèquement que Paredes, je pense que l'idée de mettre un Paredes dans ce match-là, c'est pas déconnant. Dans l'idée de vouloir relancer propre, la transition, par exemple. La transition, là pour le coup, contrairement à un joueur qui se projette beaucoup comme Gay, Paredes, on sait où il sera sur le terrain, il sera bloc bas et sur la première balle, il peut casser 1 ou 2 lignes. Il aime pas trop le faire, mais au moins on sait qu'avec le ballon, il en fera pas n'importe quoi. Paredes et Danilo, ça. Gestion de l'émotion aussi, Paredes. Moi, je trouve que dans des matchs comme ça, où des fois, les Espagnols à domicile, ils vont te la faire un peu à l'envers. C'est vrai qu'il a rarement pris. L'année dernière, il était bon, l'année dernière, quand il a joué. Franchement, dans les grands matchs de Ligue des Champions, avec ce mec-là, qui est un soldat, mais qui, dans l'émotion, parfois, peut sortir de son match. Voilà, bon. Il peut être dans l'état d'esprit aussi, tu sais, pour un peu... Aussi, c'est la limite entre les leaders guerriers et le mec, d'un coup, qui sort de son match parce qu'il a pété les plombs, elle est toujours très fine. Ouais, t'as raison. Les gars, juste quand même, on se projette un petit peu, toujours sur ce match retour, c'est mercredi. Vous, supporters du PSG, Polo et Tom... Thomas, c'est important, sinon il va y avoir des problèmes en rentrant. Oui, Thomas, t'as raison. Vous avez conscience quand même que c'est un match ultra important qui quand même pourrait avoir une incidence énorme si jamais l'aventure s'arrêtait là en Ligue des Champions pour la suite de la saison, pour l'avenir de Mbappé, pour beaucoup de choses. Bien sûr, on s'en rend compte chaque année, le mois de février est le pire pour tout supporter du PSG. Puis ensuite, c'est le mois de mars quand tu passes. Puis c'est avril, mais on va jamais... C'est rare qu'on aille 6 mois en général. Ça arrive avec une fois l'année dernière. Même ta finale, tu le joues en septembre. Ça n'a aucun sens. Mais j'y peux rien. Non, évidemment, je pense que tout le monde s'en rend compte, le club s'en rend compte. Et je pense aussi que les 2 dernières saisons, mine de rien, ont donné des certitudes. Alors, pas dans le jeu, évidemment, mais sur les résultats. Ça y est, le PSG, avec une finale dans le Final 8 et une demi-finale l'année dernière, on rappelle que Mbappé n'était pas là au retour, ce qui aurait pu changer beaucoup de choses. Si Mbappé est sur le terrain, parce que c'est ainsi primordial dans tout ça, le PSG, aujourd'hui, doit se comporter comme un grand club d'Europe, ce qu'il est. Sans aucun doute. Donc voilà, je suis curieux de voir comment les joueurs vont se comporter, parce que nous, on peut dire ce qu'on veut, on peut en parler pendant 3 jours. En attendant, je ne sais pas comment ils vont aborder le match et surtout comment ils vont réagir. Ils peuvent l'aborder bien, mais il faut ensuite montrer sur le terrain. Moi, je pense que c'est une catastrophe s'ils se font sortir en 8e de finale. N'oublions pas quand même que Messi est arrivé l'été dernier et qu'à un moment donné, tu te fais sortir en 8e par le Real. C'est marketingment parlant, sportivement parlant. Terrible camouflé. Ça serait peut-être la pire des défaites qui laisserait peut-être encore plus de traces que le reste. Je veux juste faire une petite parenthèse. Oui, Cosmonaute là, qui nous dit qu'on s'énerve énormément. On est en direct, Poto. Calme-toi, Luc Besson, frère. Non, c'est vrai, on l'a tourné il y a 1 mois cette vidéo. On a décidé de la mettre aujourd'hui. On avait l'info pour Mbappé. On a même la vidéo. D'ailleurs, on peut la revoir. On a un communiqué du Paris Saint-Germain sur la situation d'Mbappé qui vient de tomber, qui dirait que la situation est rassurante pour le joueur français. Donc un nouveau communiqué j'ai peur que tu me sautes dessus. Mais on l'a parlé tout à l'heure. Eh ben, écoute, 3 quarts d'heure pour le jeu. Autant pour moi, 3 quarts, ça fait beaucoup. Il avait une info pour nous. Alors les gars, j'ai un truc à vous dire.
Jean-Marie Le Pen passe au second tour des présidentielles 2002. Pense aux gens du chat, Tom, qui n'ont peut-être pas vu ton intervention tout à l'heure. C'est pour ça que je disais ça. Mais on a T'as raté mon happening. très peu parlé du Real et de la compo probable. On peut peut-être raison. Ouais, j'ai fait le Real, donc pour continuer. Allons-y. Ne gâchons pas ce travail. En plus, il nous reste encore 30 minutes de quiz, les amis, donc c'est bon, on est dans les temps, ne vous inquiétez pas. Tu nous disais le couloir gauche. Nacho, ça peut être un point faible. Marcelo, on n'y croit pas du tout, les gars. Marcelo, un peu trop court physiquement. J'ai regardé ce matin le live d'Alexandre Ruiz et il y avait Pablo Polo, vous savez, l'expert. La plume de Marca. L'expert de Marca, donc du PSG, pas du tout, du Real Madrid, excuse-moi. Et il disait que Marcelo allait être trop court physiquement et qu'il valait mieux tenter Nacho. Il y avait quand même ce petit débat, est-ce qu'il faut pas mieux remettre Alaba à gauche? On sait il a pu jouer à gauche au Bayern Munich par exemple et mettre Nacho en défense centrale, mais on sait qu'Ancelotti, quand quelque chose marche, il préfère garder le même système. Il est bien installé dans l'axe à la base. Ouais, c'est pour ça, ça va sûrement pas bouger. L'autre grosse question, c'est est-ce que Toni Kroos, qui a repris l'entraînement ce matin à l'écart, mais bon, un entraînement, il va tout faire pour essayer d'être prêt mercredi. Est-ce qu'il va jouer? Sinon, ce sera sûrement Camavinga qui devrait prendre sa place et ce serait un tout autre milieu quand même. Exactement. Modric et Camavinga qui ont mis 2 buts, de très très beaux buts en tout cas le week-end dernier. Juste la dernière question avant de refermer les gars ce sujet, cette preview bien sûr Real Madrid PSG. On a beaucoup parlé de la possible absence de Kylian Mbappé. C'est quoi la solution? Vous vous mettez à la place de Mauricio Pochettino. Qu'est-ce que vous faites si vous devez être privé de Kylian Mbappé? Vous changez le système? Vous le remplacez par qui? C'est quoi vous votre idée sur le sujet? Tu joues avec un faux neuf, comme ils font avec Messi en neuf, Di Maria entre aile droite. Tu restes en 4-4-3 en 4-4-3. Oui, en 4-3-3. Tu ne changerais surtout pas de système, ce sera encore pire. Donc tu vas pas faire jouer Icardi qui est dramatique. Donc je pense que. Tu fais quoi? Messi faux neuf par exemple? La rentrée de Di Maria ne changerait rien de ce fait-là. Je pense que comme le dit Tom, mettre Di Maria sur un côté, Messi en faux neuf. Tu l'as vu ce week-end, tu perds absolument toute force dans la profondeur. Toute force dans la profondeur. Tu perds aussi, clairement, ton leader, parce que vraiment, c'est un truc qu'il faut vraiment sur lequel il faut appuyer. Mbappé, dans le leadership, il est exceptionnel. Au-delà des buts dans les dernières minutes, il y a des moments où, un peu comme Neymar dans la remontada d'ailleurs, à un moment donné, c'est lui qui fait péter les étincelles. Monter sur mon dos, je vous emmène. Et ça, c'est quand même tu le vois dans les grands matchs, mais Mbappé, c'est le seul qui est capable aujourd'hui, tu as l'impression, de le faire au PSG. Donc, il faut qu'il soit là, je vais rien inventer, mais s'il n'est pas là, moi je me pose la question est-ce qu'ils sont capables de passer? Qui va marquer un but? Messi et Neymar en sont parfaitement capables, Di Maria aussi. C'est des gens qui ont été largement déjà décisifs dans leur carrière à ce niveau-là en Ligue des Champions. Mais la question que je me pose, c'est qu'à part Mbappé, depuis maintenant 1 ou 2 mois au PSG, qui marque des buts? J'ai Neymar à marquer contre Nantes, peut-être. Sinon, c'est Danilo, c'est Marquinhos, et sinon, c'est Mbappé. Et moi, cette force offensive dont j'ai parlé notamment à l'aller, qui était due notamment à Mbappé, sa relation avec Messi, mais si tu perds Mbappé, Tom l'a dit, tu perds tout. Tu perds tout. Toute l'animation offensive intéressante que tu as vue ces derniers mois au PSG. Tu galvanises ton adversaire. Tu galvanises ton adversaire. Et puis, la liste serait tellement longue de tous les problèmes qu'apporterait un forfait de Mbappé. Mais oui, ça fait froid dans le dos d'imaginer un quart contre le Real Madrid, un 8e, pardon, sans lui. Parce que tu vois tous les problèmes du PSG, tu vois tout ce que Mbappé cache, parce que c'est le baobab qui cache la forêt. Moi, je serais pas serein du tout. Je peux dire que le Real Madrid partirait favori de ce match. Je vois dans les commentaires, Messi ne peut plus jouer neuf. Alors, on va essayer d'expliquer quand même ce que c'est un faux neuf. L'idée, c'est pas qu'ils sont en pivot et qu'on lui mette des longs ballons. Olivier Giroud. Non, mais justement, c'est que. On t'attend sur corner, Lionel. Oui, évidemment que Lionel Messi va redescendre, jouer au milieu, participer au jeu. Décrocher. Je sais pas, les gens ont vu le match de City ce week-end parce que ton neuf, il joue pas neuf. C'est juste que malheureusement, tu peux pas faire autrement. L'avantage, le seul point positif quand même, c'est que Di Maria, Neymar et Messi sont des joueurs qui savent jouer à 3 et permuter constamment. Donc ils ont déjà fait ça dans leur carrière. Bon, c'est quand même un choix de luxe. Est-ce que pour vous, les anti-PSG, est-ce que sans Mbappé, le PSG, vous avez célébré on dirait que ça vous rassure qu'on est là à nous dire qu'on. Non, ça vous rassure vous d'être anti-PSG. Moi, j'y peux rien. Bon, non, mais sans Mbappé, est-ce que Paris a évidemment a moins de chance, mais comment vous évaluez J'ai beaucoup de mal à y croire. Après, on sait souvent que quand ton leader est pas là, ça peut
mettre en lumière d'autres gens. Le problème, c'est qu'à Paris, je ne sais pas qui pourrait prendre ce relais-là. Messi, j'ai l'impression qu'il a plus l'envie, en tout cas l'aura, d'être le leader qu'il a pu être en Catalogne. Tu le vois faire un match aussi difficile qu'il a eu au match aller. Moi, j'arrive pas à croire qu'un mec comme Messi, qui n'a pas fait un si mauvais match. Il y a eu 3 dans l'équipe, c'était un peu dur. C'était un petit peu dur, mais je l'imagine pas faire le même match quand même au retour. Hein. Surtout Bernabeu, non ? C'est son terrain. C'est son terrain de jeu. J'ai du mal à me projeter sur Messi. La grande différence quand t'appelais Mbappé, c'est que cette phrase il en suffira d'une, c'est qu'elle marche plus. J'ai l'impression, alors que t'as Messi, donc c'est quand même assez fou. Mais le gros problème, c'est que si le Real ouvre le score et que t'as pas Mbappé qui en plus, on l'a dit, à tous côté leader, bon courage pour remotiver tes troupes. Ouais, c'est vrai. Petite stat, les amis, pour vous donner du baume au cœur à vous, supporters du Paris Saint-Germain. 9 fois sur 10, le Real a été éliminé en match éliminatoire de C1 après avoir perdu à l'aller. Mais vous connaissez l'autre stat du Paris Saint-Germain, 9 fois sur 10, une stat qui est marquée, qui est gravée dans le marbre, et bien s'effondre avec le PSG. Donc voilà. 100% des équipes qui ont gagné 4-0 se sont qualifiées. Par exemple. On en a vu d'autres, bien évidemment. Allez, juste un petit prono pour s'amuser. Le score au retour, qu'est-ce que vous voyez ? Je vous dis, je vois un match. Moi, je sais pas pourquoi je pense à un match avec spectacle. Moi aussi. Tu sais, j'ai beaucoup regretté la du suppression, tu sais, du but, du fameux poids du but à l'extérieur. Mais je me dis que vu que tu peux te retrouver dans la situation à 2-1 avec des prolongations, à 3-2 avec des prolongations, moi je vois bien un 3-2 Real et le match qui se poursuit comme c'est une belle soirée. Paris aurait encaissé 3 buts. Ouais. Moi, je dis un partout. Match plutôt fermé, des occasions, des bons gardiens, pas beaucoup de buts, un partout. Un partout, Tom 2-1 pour le Real. Et donc après, parce que c'est Ouais, du coup, après prolongation, comme tu disais. Ça après, passe, oui, bah après, ça passe pas pour Paris pour toi. Il n'a pas compris le jeu en fait. Si, mais j'ai peur de porter un. Je vais dire le Real quand même. Ok. Moi, je vois un partout. Un partout. Moi, j'ai un 0 PSG. D'accord. Bon, il y a un petit peu d'optimisme autour de ce plateau, vous voyez. Bah oui, il en faut. Appelle ça comme tu veux. Hein. Bon, les amis, grande preview, bien sûr. Real, PSG, c'est mercredi soir. Je sais pas, est-ce qu'on a un truc à annoncer ou pas ? On Pas réfléchit encore. Restez connectés sur les réseaux sociaux. Stay tuned. Il se pourrait qu'on vous fasse une petite proposition de rendez-vous galant comme ça mercredi pour être tous ensemble. Le quiz tout de suite, on a 25 minutes, on a largement le temps. On va jouer tous ensemble ici sur House of Sport. Le quiz aujourd'hui avec de l'énumération, avec bien sûr toujours le rébut du sport. Ce sera sans doute d'ailleurs la dernière semaine du rébut du sport. On va quand même pas insister toute l'année là-dessus. Le 5 à la suite, vous verrez avec des très très beaux sujets. Oh oui. Et puis il y a toujours le qui suis-je. Le qui suis-je de la semaine dernière que je n'avais pas eu le temps de faire et que j'ai grave envie de vous proposer aujourd'hui parce que ce qui suis-je là, j'y tiens énormément. Première énumération les gars, équipe contre équipe bien sûr. L'équipe Tom Tom comme d'habitude contre l'équipe... Vous pouvez nous enlever le chat s'il vous plaît ? Airpol, voilà, on va l'appeler comme ça. Airpol contre Tom Tom. L'énumération... Polan, sinon ça fait joueur de foot. Polan, ouais c'est vrai, t'as raison. Enlevez-nous le chat parce qu'ils vont tricher en face. Ouais c'est vrai, ce serait pas mal si vous pouvez retirer le chat les amis. Regardez cette équipe, c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions saison 97-98, finale contre la Juve, gagné 1-0. Je voulais savoir si vous vous rappelez de tous les joueurs. Alors, quand je dis tous les joueurs, c'est remplaçants compris. Je suis pas un salopard, ils sont pas sur la photo, mais vous pouvez bien sûr les T'en as un trouver. peu ? C'est pas du tout. T'avais 1 an quoi à l'époque. Qui a gagné la semaine dernière, c'est vous ? Et je crois que c'est eux, ouais. Bah, commençons à ma droite alors. Voilà, Vas-y, comme ça, on vas-y, change. on en a. Commençons ici. Moi, j'ai 2-3 propositions, mais Erwan, je préfère que tu assumes. C'est vrai, Fernando Hierro. Fernando Hierro, bien évidemment. Celui qui était en train de... Fernando Hierro. Il est en bas, Carambeu. Christian Carambeu, tout à fait, qui était titulaire ce jour-là. Capitaine. Vas-y, Raoul. Eh oui, Raoul, Hierro, en le effet. capitaine, c'est Hierro, c'est vrai. Raoul sorti à la 90e. Il est là quand même. Bon, à toi pour. Est-ce qu'on va directement dans les trucs fous ou pas Il y en a un que je vois, que je reconnais là avec les Pumas, c'est Mihailovic. Ah, le bâtard, Oui, Flavie, bien sûr, bravo. celui qui a marqué, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est pas Mihailovic, c'est Mijatovic, mais je te le J'ai donne. hésité en Mais plus, je te j'ai le donne, hésité. je te le donne. J'ai hésité, ma faute. Un peu trop tôt. Gardien, je sais pas qui c'est. Alors, le gardien, j'avais complètement oublié. Ah les ouais, gars. ouais, j'avais complètement Je sais oublié. pas qui c'est. J'ai envie d'aller sur le gardien. Allez, Ouais, Vas-y, je te C'est pas Bodo Illner. Oh, bravo. bravo. Alors là, Bravo. bravo. Alors là, je te le dis, moi, je l'avais oublié. Petit silence. Hein. Franchement, bravo. Vraiment exceptionnel. Bravo. Exceptionnel. Ah non, carrément. franchement, exceptionnel. Non, mais je te dis, je l'avais complètement oublié. Bravo. Mais il y en a quelques-uns, les gars, joueurs iconiques de cette équipe que vous m'avez pas cité. Ouais, mais j'ai envie. Mais tu vas aller 97, dans le dur. 98. Non, Ouais. non, c'est pas que je veux être dans le dur, c'est que
j'ai des doutes si c'était déjà là, tu vois, des compères d'attaque, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Pense au même. Tu vois ce que je veux dire. Bon, on va quand même y aller parce que sinon, Morientes. Oui, Morientes, il était là, il était même titulaire. Ah ouais, ok, on l'avait titulaire. celui-là. Oui, je sais pas le dire. Bah, moi non plus, tu vois. J'ai l'impression qu'il est là, moi. Oui, je crois que Roberto Carlos. Eh oui, Roberto Carlos, il vient là. Sous le gardien. Je pense. C'est possible, mais. Il est déjà là. Il est formé et tout, donc. Ouais, ça se tient. Y a un- maintenant. Non, mais non, il est là en 2000. Notre Je vous ami donne un anglais. indice pour vous deux. Il y a un joueur ce soir-là qui a battu le record du nombre de. Ils sont deux d'ailleurs à avoir battu le record du nombre de Champions League gagnés à cette époque-là. Tu sais, en carrière. Ils ont cité Karambeu, il y en avait un autre aussi. Ce soir-là, il bat le record. Tu sais, du nombre de Ligue des Champions, je crois que c'était sa 4e ou 5e, je crois, en carrière. Je disais, mais attends, incroyable, c'était le recordman. Je sais pas si ça l'est toujours, je crois pas. Waouh! Attends, je réfléchis fort là. Petite info. C'est sûrement 5 ou 6. un. Un gars passé par l'Italie. 98, hein. J'ai envie de tenter un truc. C'était pas déjà au Barça? Putain. Il est un peu là. Oui, le morphotype. On a une proposition. Bon. Putain, ce gars-là, j'ai. Et sinon, on pouvait aller sur le banc de touche, les gars, aussi, mais pas citer le Comment mec ça, du banc de le touche. banc de touche, ouais. Et je vois aucun joueur sur le banc de touche là. Je vois Non, mais que vous des avez mecs. souvenir. Ok, on va dire des trucs. On va dire par exemple, putain, Morientes, je vois que lui là depuis tout à l'heure. C'est terrible. Le chrono qui tourne. Ouais, je sais. Après, on a le temps aujourd'hui, hein. Ouais, On peut y aller, hein. On dit ça et puis après. Et après, on se fait sauter le qui suis-je. Putain, c'est ce truc du record là. Allez, Oh, c'est bon vous là. Oh, réfléchis. Casillas, il est sur le banc. Ouais, Non, là vraiment. Mais non, pourquoi Casillas, pas il est pas sur le banc. Ah, Ça aurait été un Il était autre. jeune. Il y a Nous, on a évidemment un numéro 10 néerlandais qui est passé par là. Pas l'autre Clarence truc. Seedorf. Clarence. Clarence Seedorf, L'autre il il passe au était là. Barça. Il fait le Real. J'avais Il Luis était là. Enrique. Est-ce qu'il était là? Luis Enrique, il n'y était pas. D'accord. Luis Enrique, il n'y était pas, mais il y en a un. Sidorf, il est là. Sidorf, Sidorf, il est là, c'est je vais validé. l'accorder. Attends. Juste pour finir. Non, Guti, non, il y est pas encore. Attends, Redondo. Redondo, il y est. Redondo, il y est, bien vu. Ben oui, Salgado, c'est trop. Si je vous dis un Salgado, latéral. ouais. Attends, Salgado, il y est pas encore. Michel, il est pas Non, encore. non, Alors, Michel, il est c'est pas ce mec-là. encore. Mais si je vous dis, alors c'était Seedorf, le recordman de. Ah, voilà. Ah, mais il était pas recordman à l'époque. Si, c'est à l'époque qui devient recordman. Ce soir-là, qui devient recordman. Parce qu'il en Mais gagne. non, il a déjà 5 Avec 000 ans plus Karambeu. tard. Bah, il y a l'AC Milan. Non, il en gagne Oh, une l'Ajax. avant avec l'AC Milan. Il y a l'Ajax et je crois qu'il en gagne une même pas là. sûr avec Je crois l'Ajax. je crois que c'était sa 4e ce soir-là. Je suis pas sûr. Ah ouais 97 Ou 98, je vérifier. pense que c'est sa C'est deuxième. même, mais en vérifier, plus, je crois qu'il gagne pas avec l'Ajax, Sidorf. Je suis pas sûr. Si, il c'est gagne. 96. Ah oui. 96, 95. Et qu'après, avec Milan, il doit gagner, bref. Et regardez, un latéral italien passé par la Ligue 1 qui joue au Real. Panucci. Panucci, Oh, exact. Panucci était là. Grave. Un joueur c'est qui 10 ans on plus parlait tard, de Bordeaux, Jean un Brésilien qui a flambé, qui était passé par Bordeaux pendant 1 an. Il venait du Real d'ailleurs et était reparti ensuite en Espagne, je crois. Denilson, non. 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 Un attaquant. Mais ouais, qui est passé 6 mois ou 1 an, je crois. À Savio. Bordeaux Savio, ah oui, dur, vous vous dur, rappelez Savio. Un attaquant qui a flambé à la Coupe du Monde 98. Bebeto. Non. Non, il a non, fait non, la pas du tout joué au Real, Corogne. c'est un La malade. Corogne. Suker, d'abord. D'abord Suker. Suker. D'abord D'abord Suker. Suker. Oh, Le terrible. gardien. Bodo Illner. Ouais, mais tu sais, le remplaçant, parce qu'on tu Canizares m'as dit que. Ouais, Canizares. Ah oui, Canizares, je savais ouais. pas. Il était au Real. Il y a Emmanuel Sanchis, le capitaine Ouais, de l'époque. Ok. Qu'est-ce qu'on a oublié Il n'y en a pas beaucoup, sinon vous avez quasiment tous On était fait. pas mal. Redondo, il y avait si Amavisca, mais on l'a tous oublié ce gars-là. Parce qu'on l'a oublié. ouais. Victor Sanchez, Raimé, Fernando Sanz. Raimé. Voilà, et on a fait la. Ah, mais on a il va fait- pas à Valence Voir un après peu, il est on a là, fait le il est tour. là, tac, tac, Morientes, oui. Ouais. Ah ouais. Voilà. C'est une belle équipe. Ouais, C'est pas une mal. belle équipe. Qui avait battu la Juve de Didier Zizou. Deschamps et de Zizou à l'époque. On a fait cette Je me première rappelle pas. énumération. Je propose tout de suite qu'on continue à se chauffer. Ouais, puis on PSG Real, Real PSG, on l'a dit, c'est mercredi. L'un des matchs qui est resté dans l'histoire, grande histoire du Paris Saint-Germain. Ce quart de finale de Coupe UEFA 1993, PSG Real. Sauriez-vous me retrouver, les Bien gars sûr, ça c'est mes les époques, joueurs ça. qui ont évolué Attention, ce Tom, il peut- jour-là Tom, il peut être bon sur la là-dessus, pelouse. Bien sûr, du côté du PSG. On rappelle que les points Ça étaient va ou pris pas ici. Ça va, 1, non 2, 3, Là, 4, j'aime 5. Moi, je pense Oui, que je d'accord, peux mais tous bon. les avoir. Commençons ici, Allez, parce dis qu'ils gars, sont en gars, retard. Lama. Oui. Bernard Lama, Bravo. c'est bon, bien évidemment. T'inquiète. Valdo, Valdo, bien évidemment. D'autres ou pas Bah, non, là, Ouais, chacun, quand même. quand même. j'ai même pas pris le temps. C'est quelle année C'est 93. L'attaquant. D'accord, président. Ah oui, Georges Weah. Georges Weah, bien évidemment. Mister George. Alors. Allez-y, les gars. Vas-y. Ricardo. Oui. Ricardo, bien évidemment. Paul Le Guen. Paul Le Guen, en effet, il y était. Patrick Colleter. Colleter, qui avait mangé une action au match aller. Exactement.
Est-ce que je dis déjà ces mecs-là là Est-ce que je vais directement sur les. On va les reconnaître là comme ça. Laurent Fournier. Laurent Fournier, attends, je regarde. En 93 Non. Un peu tôt. Laurent Fournier, il n'y est pas. Tard surtout, je crois. Est-ce que vous pouvez reprendre l'avantage? Ouais, Ginola, elle doit être là, ouais. Nous là de fou. Ginola, Est-ce bien que Vincent évidemment. Guérin était là Vincent Guérin y était, en effet. Guérin. Ouais, Plus les points là, à partir de là, hein, mais Ouais, on l'a Laurent dit. Fournier, non. Wea, ça a été dit, mais il y a Alors un t'as autre. Ricardo, on l'a dit. T'as Ricardo, Alain tu l'as Roche. dit. Alain Roche. Alain Roche. Alain Roche ne joue pas ce match-là. Alors, c'est- Sachez qu'il y a Camboire deux est joueurs qui titulaire. rentrent. Il y a deux joueurs qui rentrent. C'est en- Camboiré. Comboiré, Comboiré, qui est ouais. titulaire. Comboiré. Il n'y a pas Daniel Bravo. Daniel Bravo. Attends, si, il rentre à la 74e, exact. Daniel Bravo joue. Il y a un attaquant. Denis Valdés. Non, c'est c'est après ça. Ça, C'est bien après. après. Mais un super attaquant qui est rentré dans l'imaginaire collectif à cette époque-là pour un geste. Pour un geste. Ouais, pour un geste. Antonin. Non, Loco Madjer. pas loco. Non, C'est après C'est loco. après Loco. La bicyclette. Amara Simba. Amara Simba. Amara Simba. Amara wow. Simba, exactement. Joue Donc, 74 Wea, c'est lui minutes. qui marque de la tête sur corner. notamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah tiens, un milieu de terrain qui est rentré. Un mec qui est beaucoup connu dans le Loiret, dont il est originaire. Il a fini sa carrière à l'US Orléans, je crois. Un mec qui est de la famille d'ailleurs d'un joueur que t'as connu toi. Enfin que t'as connu. Que tu as aimé détester sur le plateau de la classe foot. Waouh. Un mec de la famille. C'est le père même, je crois, si je dis pas de bêtises. Aimé Le détester. père d'un mec passé par l'OM qui est maintenant parti Ah, dans c'est un... Bruno Germain. Bruno Germain, en effet. Bruno Germain. Bruno Germain. Wow, bien sûr. Un défenseur décédé du Paris Saint-Germain. Décédé il y a peut-être 10 ans ou 15 ans. Ça. Ah ouais. Un défenseur du Ouais. PSG. Et même que quand... Enfin, son nom de famille, ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, je l'ai pas. Ouais. Senden. Non, Non. Jean-Luc Sassus. Ah, ça Ça veut dire Ah c'était oui. sûr que c'était Catastrophe. border. C'est un des joueurs qui a le Elle est plus joué horrible. dans l'histoire du PSG. Si Elle est c'était le horrible. À seul Lyon qui a aussi. le Hein. plus de matchs, Passé à Lyon aussi Ouais. beaucoup. Hein. Ouais. C'est à Lyon aussi. Bon, alors on a fait le tour, les gars. Vous les avez tous, sinon bravo. Le Parce que premier, 93, non, c'était. J'aurais Ouais, pas. ouais, tout. J'aurais pas pu. C'était. Alors, je fais juste un petit point comptable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour l'équipe Erwan Polo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'équipe, bien sûr, Pas mal. des deux tomes. Vous avez l'occasion de vous refaire tout de suite avec le rébut des sports. Alors, le rébut du sport, Allez, je vous explique, j'ai un peu amélioré la petite règle juste cette semaine avant de le voir dégager définitivement. Il faut retrouver un sportif qui s'est illustré ce week-end. Mais, puisque le rébut est assez facile, il faut m'expliquer pourquoi il s'est illustré. Oula. Ah, très bien. Voilà, vous prenez un point pour le rébut, un point s'il y a l'explication. Commençons tout de suite par le premier rébut. C'est facile. Sissoko. Ouais. Il a marqué. Non, Sissoko, il a gagné à la boxe. Oui, bravo. Sous les mains en plus. Ah oui, bravo. Allez, je prends un point ici, vainqueur de Roberto L'escroc de. du côté de Ali Sissoko. Santiago. Toujours invaincu, notre ami qui change Ouais, de oui. catégorie, qui passera des super welter au welter. Est-ce que vous êtes capable de retrouver la suivante? C'est une femme. Je vous donne l'indice parce qu'elle est vraiment pas facile. Yastrimska. C'est quoi les chanteurs là C'est plus un genre musical. Chaka qu'on cherche. Ponk. Ah, C'est un genre musical. Yastrim Punk. Il y a String Punk. Yastring Non, Punk. non, Il y non, a String non. Rock. Regardez bien un petit peu Yastring les Grunge. dégaines. Je suis sûr qu'on vous verra jamais dans un concert de. Yastrim Metal. Hard Rock. Metal. Yastrim Metal. Non, c'est pas métal. Regardez, il y a peut-être une inscription qui peut vous aider. Je sais pas si vous êtes loin de l'écran, les gars. Step, ça. Ska. Ah, c'est du ska Ouais. Il y a Strimska. Ska. Yastrimska, ouais, exactement. Yastrimska. Je Je sais sais pas pas qui qui c'est. Le Elle est ska, pas, c'est- elle est pas comprends. capturée. C'est une Ukrainienne qui a gagné le tournoi de Lyon, tournoi J'étais pas TP loin. 250. Il y a eu beaucoup d'émotions. La ska, C'est pour ça que je vous en oui, parle. Voilà, normal. Nadal. la ska, c'est hardcore. Hein. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne Ouais. verrait jamais tout, là-dedans. tout le décor autour de la ska, il est hardcore. Hein. C'est pas de la musique d'ailleurs. hein. Voilà, exactement. C'est pas la musique, c'est un art de vivre, certains disent. Le troisième rébut des sports, les gars. Bastianillo. Ah, c'est pas tout à fait les mecs qu'on cherche, mais plus une inscription qui pourrait vous aider. Bastien Rap. Force rap. Bastiani. Bastiani. Hein? Bastiani. 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 Bastianini, il est- Bastiani qui a gagné le premier Grand Prix de l'année en MotoGP. c'est Ah un oui. flop terrible. Ah oui, ce rébut des sports. C'est un- voilà. Bastianini. Est-ce que vous retrouverez le prochain rébut? Et surtout de qui il s'agit? Encore une femme à l'honneur d'ailleurs, Ah, j'ai la note. qui est rentrée dans l'histoire du sport. Versol. Encore un peu plus ce week-end. Non, mais là, T'as là, j'ai peur la de note, dire on de peut la conneries. donner. Tu peux la Rémi. donner. Ouais, c'est mis. Romy. Schneider. Non. Romy. Pourquoi Romy? Robert. C'est pas mis ça Robert. Xiomi. Rémi. Et Rémi, c'est Robert. Robert. Ah Mi. oui, putain, mais. Robert Bichon.
Robert Michon, en Mélina, effet. Mélina En Robert effet. Michon. C'est Michon, un Michon. acteur qui était dans justement la série Twilight. Ah J'ai dû googliser, j'ai jamais regardé cette série. Je tiens à vous rassurer. Merci de nous avoir aidés en tout Pour cas. vous. Mélina Robert Michon, tu sais ce qu'elle a fait ce week-end? Elle a battu le record de France. Pas loin. Non, Pas loin. je l'ai plus. Le Tu l'as record plus d'Europe. Non. Elle a marqué 36e titre de champion de France de lancer. Il y avait un petit Ouais. trou dans 36e. l'équipe. 36e. Apparemment, toute la discipline Titre a hâte qu'elle prenne sa retraite parce que les autres aimeraient bien J'espère être que ça champion passe de la France une place. fois. Allez, un dernier, on enterre, on arrête avec ses rébus. Oh, Est-ce que putain. vous trouverez celui-là? Wemba. Wembanyama. Wembanyama. Il est là, Ah. il est là, il est là, Wembanyama, bravo, il est là, en Victor. effet, mon cher Polo. Alors tout simplement, pas d'explication. Je voulais mettre Will Cummings, mais alors Cummings en rébus, c'est vachement galère. Oui. C'est un peu la prendre. Ah ouais. C'est vraiment, I know what you mean, bro. c'est vraiment galère. Voilà les amis pour ces rébus. On enterre ça tout de suite. On passe tout de suite au 5 à la suite. Le 5 à la suite avec deux sujets que je vous propose aujourd'hui. On va les voir ça, on va les voir apparaître là très rapidement. C'est Jérôme qui nous a préparé ça. Ils ont joué oui. au Real et au PSG. Et le deuxième, les candidats à la présidentielle et le sport. Pas cadeau. Putain, c'est bien qu'on ait thème. pour On aurait ça. fait deux thèmes comme ça du coup. Normalement, c'est ceux qui ont le plus de points qui choisissent. Bah oui. Bien. Bah, le Real, ceux qu'on joue au Real et au PSG. Le Real et le PSG, bien évidemment. Allez, c'est parti. J'ai été formé au camp des loges où on me promettait un statut de crack, mais lorsque je suis titularisé en équipe première, je ne convainc pas et pars en prêt au Real où je ne joue pas et ne convainc pas non plus. Oh, je l'ai. C'est toujours plus facile quand tu joues pas. Je me suis noté un indice, mais si je vous le donne, vous avez le point. Donc, Formé au PSG. Ouais, si, je l'ai. Parti en prêt au Real. ouais. Ah, Areola. Oui, Ah voilà. putain. Bien vu, L'indice ouais. c'était mon avocat est maître Vésirien. Pour ceux qui ont les bons C'est souvenirs de la classe foot. C'est vrai. Thibaut qu'on embrasse bien évidemment. J'ai porté le numéro 10 du Real pendant 3 saisons entre 2009 et 2012. Je connais un court passage au PSG entre 2018 et 2019. Pas titulaire, je mets un terme à mon contrat et à ma carrière. Ok. Non. Attends. 2018-2019. 3 saisons au Real avec le numéro 10 Attends. Ah, mais Bah oui. entre 2009 oui. et 2012. Espagnol. Mais non. Il a joué chez toi là-bas. Chez moi ou à 3 saisons entre 2009 oui. et 2012. Je connais un court passage au PSG entre 2018 et 2019. À la fin, je suis plus titulaire. Ah Je oui. décide de couper mon contrat et d'arrêter ma carrière. Je ne rejouerai plus après. Il a joué chez Car toi, au niveau- Erwan. À Marseille, il a joué. Ah oui, il a joué à Marseille. Il a joué à Marseille. Numéro 10 au Real. Le numéro, pas le poste. Et j'ai envie de le dire. Ah ouais, oh là là. C'est juste un début de prénom. Ah, moi, je... Je l'ai pas. Il a joué à Marseille. Passé. C'est Très fort à Marseille, très fort avant de venir au PSG. Ouais. équipe de France. On pensait à une bonne pioche en plus. Quand il Ah, arrive voilà, au là, PSG. là, hein. on est Franchement. battu. Je sais pas. Ah, voilà. Là, ça Nadira. C'est là. Je sais que vous l'aviez. Là, ça Nadira. Attaquant, j'ai fait mes débuts avec la Castilla avant que Mourinho ne me lance dans le grand bain en 2012. Décisif, je le serai avec le Real. 18 buts en 88 matchs, mais pas avec le PSG où j'inscris 2 buts Ressé. en 18 bouts de match. Ressé, tout à fait. Ça fait un point. Avant de passer par Retafe et Séville où je me révèle, j'ai débuté en Ligue des Champions avec le Real face à Auxerre. Je rejoins le PSG en 2019 contre 20 millions d'euros. De mon passage au PSG, on gardera plus mon esprit valeureux que mon réel talent balle au pied. Ah, Bruno Bueno, un truc comme ça là. Un mec qui est parti à Valence après. Oui, Carlos Bueno, tu pensais à Carlos Non, Bueno non, Mais là, il est uruguayen, c'est un mec qui est parti C'est à Valence après. comment il s'appelle Comment il s'appelle Un mec costaud un peu là. Euh, Son nom va pas me revenir. Un peu un bourrin, mais qui est à Valence, il avait cartonné. Après. Ah, ça vaut malheureusement pas de points. Mais ouais. non. J'aurais pu vous donner votre langue au chat ou... Ouais, vas-y. Allez, c'était Pablo Sarabia. Ouais, putain. Rien à voir, je pensais pas que c'était Rodriguez, toi. Ouais, Non, je pensais au... Je l'ai oublié aussi, mais j'ai oublié complètement. Christian. Mais je vois de... Tiens, Valence numéro aurait 7 été- là, l'ailier qui était super fort. Dramatique. Un, Il est à Valence un milieu maintenant. qui était parti après. Oh, shit, c'est pas grave. Bref, On méritait pas mieux. J'ai été à l'époque Catastrophique. à la fois le transfert le plus cher de l'histoire du Real et le transfert le plus cher de l'histoire du PSG. Anelka. Anelka, tout à fait. On reste à 1. Je suis né à Madrid, j'ai fait ma formation au Real. Lancé par Zidane, je remporte la Ligue des Champions en 2018. Arrivé à Paris cet été, je suis incertain mercredi. Je l'ai. Moi aussi. Il me tue les mecs. Aïe. Je suis né à Madrid, j'ai fait ma formation au Real. Zidane m'a lancé, je remporte la Ligue des Champions 2018. Je suis depuis arrivé à Paris cet été. Qui c'est qui est arrivé cet été qui a joué au Real, putain. Mais je suis incertain. Pas espagnol, il Oh est pas là espagnol, là. putain. C'est là que je suis en train de les Il est perdre. pas espagnol. Il doit même parler italien, je pense. Mais c'est l'autre là. Oh là. Je te confirme, il a même C'est qui gagne en 2018. Hein
Non, il arrive cet été. Cet été au PSG. Il est là, il est incertain, le mec. Alors qu'il est champion avec son club en plus. Hakimi. Il est là. Ah oui, c'est vrai. Je devrais pas J'aime bien vous vu. compter, les gars, mais je vous le mets. Hakimi, très bien, ça fait 2 points. J'ai joué 2 saisons au Real où ma Grinta m'aidera à remporter la Liga 2008. Avant le Real, j'ai joué entre autres au PSG où j'ai été d'abord une idole du parc avant d'être considéré comme un traître. Putain. Ils sont fatigués, mes copains. Ils vont me fumer le qui Ah ouais. suis-je. Ah ouais. Les gars, Attends, vas-y, répète. j'ai joué 2 saisons au Real où ma Grinta m'aidera à remporter la Liga 2008. Avant le Real, j'ai joué entre autres au PSG où j'ai d'abord été l'idole du parc avant de devenir l'un des parias, l'un des traîtres du J'ai joué aussi PSG. à Marseille. Et j'ai joué à Marseille, c'est pour décidément. ça que j'ai été considéré comme un paria. Ils l'ont pas, vas-y. Non, je l'ai pas. C'était Gabi Heinze. oui. À Madrid, j'ai gagné une Ligue des Champions. À Paris, j'ai gagné une Coupe de France. Mais dans les 2 villes, personne n'a oublié mon attribut qui reste le plus beau trophée de ma carrière. Alors, je dirais Pascal Nouma, mais il est pas passé. non, mais Il est pas passé. Makelele, mais oui. Makelele, c'est bon. Au Real, j'ai été étincelant au milieu de terrain pour offrir la décima. Au PSG, j'ai toujours refusé de jouer au milieu. Voilà pourquoi Paris n'a peut-être Di Maria. jamais Di Maria. gagné la coupe aux grandes oreilles. Di Maria, Maria. tout à fait. On égalise à 2, vous avez l'occasion peut-être de passer à 3. J'ai quitté le Real pour éviter un statut de doublure. Pour mes retrouvailles avec mon ancien club, je devrais être, pourquoi pas, sur le banc, mercredi. Alors, vas-y, répète la question. J'ai quitté le Real pour éviter un statut de doublure. Taylor Navas. Keylor Navas. Ouais, je- Ils finissent à 3. Putain, Nos amis. dramatique. Bravo les gars. Allez, on va essayer d'aller vite Oh sur là les là candidats 2022. Catastrophe. Vous êtes Allez, prêts vas-y, Vous êtes prêts vas-y, On 5 est minutes, parti. allez, vas-y. Emmanuel Macron a dit s'être remis au sport cet été. Si on le sait, amateur de foot et bon joueur de tennis et tennis de table, quelle discipline a gagné son cœur au point qu'il installe une salle à l'Elysée? Le padel. Non, c'était la boxe. N'hésite C'est pas à me grave. consulter. Hein. Vous avez l'occasion de vous Je reprendre. l'avais pas. Quel candidat a déclaré il y a 4 ans, de points ouvrez les guillemets, on est content quand l'OM gagne et on n'est pas mécontent quand le PSG perd, alors qu'il s'autoproclame supporter parisien depuis toujours. On l'a vu au parc fêter le but de Kylian Mbappé. Zemmour. Zemmour, tout à fait. Soutenu par Jean-Marc Mormec et Christine Aron, j'ai dit que je serais la candidate du sport français. Pécresse. Valérie Pécresse, ça fait 2. Je répète à l'envi depuis plusieurs années que mon sport préféré c'est le biathlon. Et pourtant je me grille un jour sur Twitter en postant la photo d'une skieuse suisse pour souhaiter bonne chance à Martin Fourcade. Rien de grave, je ne devrais pas faire 5% quoi qu'il arrive. Je ne devrais pas faire 5% quoi qu'il arrive. Mais non, n'importe quoi, il se présente pas, c'est un homme. Hein. Ouais, c'est un homme. Ça doit être. Jadot. Un mec qui est capable de faire des dingueries sur les réseaux sociaux comme ça. Ouais, c'est Jean Jean-Luc. Lassalle. Non, c'est pas Jean Lassalle, Jean-Luc. Nicolas Dupont-Aignan. Ah, du Ah, premier, ouais, ouais. je peux te dire Oh, ça, ouais. oui. Féru d'équitation, on ne l'entend rarement parler sport, si ce n'est pour dire qu'elle adore la voile et qu'elle est contre le voile. Ça, c'est Marie. vrai. Marie. Véridique, je te jure que c'était une vraie Elle dit formule ça qu'elle a déjà sortie, ouais. Malheureusement. C'est bon, les auteurs. Hein. Quel candidat souhaite taxer les transferts et commissions d'agents et prône l'exclusion des internationaux qui ne seraient pas fiscalement domiciliés en France? Ouh, j'aurais dit Mélenchon. C'est Mélenchon. Mélenchon. Tout à fait, en effet. Vous égalisez à 2. Si je répète à l'envi que mon parti ne s'intéresse pas au sport professionnel en grande partie, je cite, à cause du pognon et du chauvinisme, originaire de Bordeaux, je suis quand même supporter des Girondins depuis mon enfance, bercé par les exploits du club au scapulaire dans les années 80. Philippe Poutou. Philippe Poutou, ça fait 3 points. Chantre de l'écologie, je me fais attraper même par le canard enchaîné il y a 2 ans après m'être rendu sur une étape du Tour de France à Tignes en Falcon. Je me suis fait attraper par Un mec de l'écologie. Yannick Jadot. Ou une femme. Ça aurait pu être c'est vrai. Anne Hidalgo, par exemple. Anne Hidalgo a fait C'était ça Anne Hidalgo qui a fait ça. J'ai un fils qui est professionnel de rugby. 2e ligne, il a joué à Agen, Toulon, Castres. Il est d'ailleurs aujourd'hui à Oyonnax. Il compte 2 titres en Pro D2 et il a soulevé le bouclier de Brennus en 2018. Bon, alors, je savais pas du tout. Ça, c'est incroyable. J'ai découvert Un mec aussi du en Sud, préparant ça. Jean Lassalle. Ouais, Jean Lassalle, Ah tout à ouais fait, bien vu. Ok. Et enfin, pour terminer, j'ai le prénom d'un champion de tennis français. C'est peut-être pour ça qu'à la manière de la fête de la musique, j'ai promis dans mon programme de créer une fête du sport. Yannick Jadot. Yannick Jadot, tout à fait. Ouais, 3. Vous revenez à 3. Bravo les gars. Et on va se terminer 2 minutes 48 Allez. pour faire le qui suis-je. Allez, on se concentre. 2 minutes 48 pour le faire. J'étais joueur de football professionnel, né le 15 juin 1973 dans le petit village de la municipalité de Stryn. Stryn est situé dans le canton de Sogne-Hog-Forchdan. Voilà. J'ai aujourd'hui 48 ans. Quand j'étais adolescent, j'avais 2 posters sur mon mur, Ruud Gullit et Diego Maradona.
le premier cité, me fera d'ailleurs venir dans mon premier club étranger. J'ai connu 11 clubs différents entre 93 et 2012. Hors de mon pays, j'ai majoritairement joué en Angleterre. J'ai aussi connu un passage par l'Écosse, aux Glasgow Rangers, et par l'Italie, à Sienne. Mais le club où j'ai passé le plus de temps, c'est Chelsea, où je reste 3 ans et marque 71 buts en 163 matchs entre 97 et 2000. Jimmy Floyd Hasselbank. C'est pas Jimmy Floyd Hasselbank. André Follo. Oh putain. Ah, T'es fort. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Ah, t'es fort. Ah, t'es fort. C'est l'un T'es ou fort. l'autre. Et c'est eux qui gagnent. C'est l'équipe, bien sûr, des Tom Tom qui Bravo. gagne aujourd'hui. Bravo, les gars. Putain, Tu as c'est l'un ou trouvé- l'autre. J'hésitais entre les Tu deux sais- en plus. Tu sais que, parce que j'en avais marre de me tuer sur les qui suis-je, donc je l'ai testé sur 5 personnes différentes. Ils l'ont trouvé qu'à la dernière réponse. C'est vrai Et c'est là où vous êtes forts, les gars. C'est là où je me dis toujours, First Team, il y a quand même un niveau Ligue des Champions chaque semaine Voilà, à Chelsea, pouvoir. c'est sa team. En plus, ça, c'est coaché par, comment il s'appelle à l'époque, l'Italien, là. Qui était à C'était Nantes. Zola. Zola. de Nantes, là. C'était Putain, de Zola. mec qui était à Ah, Nantes. il y avait Leicester. Viali. Il y a eu Viali, entraîneur. Viali, Entraîneur Van joueur. Baarden, il y a eu Ensuite, surtout Zola. l'Italien. Comment il s'appelle Ranieri. Ranieri. Ah, Ranieri, oui, Léo oui, Ranieri, bien sûr. Merci les gars, bravo Merci, pour cette merci, émission. c'était super. C'était un super bonheur. Ce soir, libre antenne NBA, bien sûr, 22h minuit. Demain, le roue libre, pardon, excuse-moi, à partir de 18h, 18h sur YouTube. Sur la chaîne YouTube, bien sûr, First Team Sport, la Formule 1 entre 22h et minuit, et tout le programme, bien sûr, le First Day Show jeudi, et tout ce qui vous attend. Et n'oubliez pas d'aller voir la superbe interview d'Evan Fournier, tournée à New York, C'est vrai. et également déjà disponible sur YouTube. Bonne semaine les gars, Merci, et tout de Manu. suite, le before du récap. Ciao.